Bonsoir à tous et bienvenue dans L'équilibre instable, 4e épisode. C'est le podcast liégeois qui a chaud, comme tout le monde ici, il me semble. Nous sommes on a super chaud là. Nous sommes le mercredi 9 mai 2018 et mes complices du jour sont Francesco, mon moustachu préféré et collectionneur de crêtes étrangères. Oui, tout à fait. Oui, et d'ailleurs la moustache quand il fait chaud, je peux vous dire que c'est pas très agréable. Et Abaddon, notre gourmet complice au sarcasme meurtrier. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous avons également l'honneur et l'insigne privilège de recevoir deux camarades de longue date, Marine et Big Boss, les patrons de la Sandwicherie Frine, le bistronome situé rue des Clarisses à Liège. Bonjour, bonsoir, Marine et Big Boss. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien? Salut. Ça va, oui. Donc le setup de l'émission a été un petit peu long. Maintenant, on est vraiment passé à l'enregistrement. Et alors, il faut faire une confidence avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet pour les auditeurs. Nous avons tenté une expérience Abaddon. Je vois que tu trépignes d'envie. Tu as dit vice du sujet. Le vif du sujet. Le vif du sujet. Voilà. Le vice, c'est pour après. C'est quand on a... Le ton est donné. Hein, le ton est donné. On aura un peu plus. C'est un lapsus révélateur. Exactement. Et donc, Abaddon, veux-tu quand même... expliquer un petit peu ce que nous avons fait hors antenne quelques heures avant d'avoir pu commencer cette émission. C'est un vague sujet, donc je vais juste me cantonner aux quelques minutes qu'on précédait l'antenne. Donc, comme décidé, nous faisons une émission spéciale gourmandise et notre idée a été de un peu tester les services de livraison à domicile sur Liège. Et on va tester deux d'entre eux. Donc on va tester les célèbres Deliveroo, oui, ainsi que pas Uber Eats, c'est celui qui a été le Takeaway. Le Takeaway. Donc merci, il est actuellement 20h40. Et nous avons commandé à 20h05. 20h05, nous avons commandé... C'est déjà trop long. C'est beaucoup trop long, on a faim. Donc voilà, au fait, cette émission peut avoir une petite pause un petit peu n'importe quand, à partir du moment où le livreur viendra nous apporter nos commandes. Voilà, la commande arrivera à un moment très précis, on reconnaîtra grâce au son de la sonnette. Absolument, et il y a donc deux équipes, hein, puisque... Il y a donc, la team Deliveroo. C'est nous. Oui, c'est nous, donc c'est Francesco et Abaddon. Et alors, il y a la team Uber, Big Boss, Marine et moi. Ce qui est intéressant de préciser, c'est qu'on a commandé au même endroit. Enfin non, c'est pas la team Uber, c'est la team Takeaway. Parce qu'à la base, on voulait faire sur Uber Eats, mais on s'est rendu compte que leur site internet est pourri. Oui. Leur site internet est pourri, disons-le. On n'a pas pu commander chez eux, donc on a choisi Takeaway finalement. Voilà. Alors, nous allons entrer encore un peu plus dans le vif du sujet, puisque maintenant... En attendant la bouffe, il y a Abaddon qui va nous faire une petite actualité, puisque nous n'avons pas de news aujourd'hui. Donc, actualité. Sujet gourmandise, j'avais envie de parler avec vous de la 5e saveur. Je crois qu'on avait déjà plus ou moins abordé le sujet. Mais là, alors, il y a le sucré, le salé, l'amer, l'acide et... Et qui c'est le doux, non, le... Le sucré salé. Non, il nous l'a dit en plus. Il nous l'a dit à l'émission Géro, Francesco. Je l'ai déjà dit, on ne m'écoute pas. Ah. l'acide. Non. Déjà dit l'acide. La mer. Les 4 avant, Non, comme ça. Donc il y a salé, Ouais. sucré, Amer, acide. et acide. Il y a très sucré. Non. Ça, c'est les sodas en tout Il y a genre. neutre, il y a neutre. Non, neutre. Genre le truc qui goûte Non. rien. Doux. Non, Le truc non qui doux, c'est souvent compris sous sucré. Allez, je vous aide un petit peu. Ça a été découvert par les Japonais. Je sais pas, Si je vous dis... les sushis. Voilà, si je vous dis sushi, si je vous dis Ah, sauce wasabi, sauce soja. C'est extrêmement piquant Non, ce n'est pas piquant. Si je vous dis Oh là là. parmesan, truffe. Fumé. Non. Non. Saumon, cru. C'est marrant, j'ai l'impression que tout ça a un lien commun, mais j'arrive pas à trouver le mot.
C'est un mot japonais, c'est facile. Dis l'homme qui apprend le chinois. Je ne vois pas le lien. Est-ce que je vous ai déjà expliqué la différence fondamentale qu'il y avait entre la Chine et le Japon? Oh, vas-y, éclaire-nous, Abaddon. Alors, c'est très très simple. La Chine est un grand pays où les enfants font des Nike et le Japon est un petit pays où les enfants portent des Nike. Merci. J'imagine que tu es très fier de ta feinte. Je suis assez satisfait de moi-même, j'avoue. On avait dit pas de racisme. Oui, mais bon. Ordinaire Donc, surtout. Ordinaire. Donc, non, la 5e saveur, c'est l'umami. Donc, l'umami, c'est une saveur pour... Entre deux, non? Pas tout à fait entre deux. En fait, elle va plutôt regrouper les 4. Donc, pour le cerveau assez simple de l'occidental moyen, on va dire que c'est la saveur du gras. Ah, le gras. Mais c'est plus que ça. En fait, c'est ce goût typique de glutamate de sodium. Donc, quand on va au restaurant chinois, il y a cette petite pellicule un peu grasse qu'il y a sur les aliments. C'est le glutamate de sodium, c'est tout simple. Partout au Japon, il y a des petits pots rouges dans les maisons où ils se servent de ça. C'est une poudre blanche qui mélange au reste de leurs aliments. Et ça a donné cette saveur particulière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce glutamate de sodium est plein d'acides aminés qui envoient un signal positif au cerveau. Un signal de contentement. Donc c'est quand vous mangez, c'est le signal qui vous donne envie d'en reprendre. C'est comme quand on mange des chips et qu'on n'arrive pas à s'arrêter. N'est-ce pas, Marine? Voilà. Comme les chips. Mais ça a un goût spécial ou oui, ça a un goût assez facile, assez facile à reconnaître quand on le connaît, quand on l'a déjà goûté. Oui, c'est vraiment. Tu vois ce côté un peu gras sur les sushis. Moi, j'ai déjà essayé de reproduire même des plats asiatiques. Ouais. Et j'ai essayé d'y mettre de l'huile d'olive ou du beurre ou des choses comme ça. Et j'arrivais pas à reproduire en fait le côté un peu, entre guillemets, gluant en fait. Pas gluant, mais est-ce que c'est ça la substance, quoi? Alors la substance, c'est ça, c'est la texture, elle est un peu gluante comme ça. Maintenant, point de vue goût, si tu la retrouves, c'est pas très difficile, il suffit de... Abaddon, je t'interromps, je pense que la team Deliveroo a gagné. La team Deliveroo aurait gagné. Celle qui est à vélo. Je pense que la team... Attends, je vais aller voir, mais continue tes explications, Abaddon. D'accord, je continue. Donc en fait, la façon la plus simple de s'imaginer ce que peut goûter l'umami, ce serait de mélanger les autres saveurs. Donc moi, quand je fais du poisson à l'unilatéral, je fais une sauce qui a ce goût d'umami. Donc je prends de la sauce soja, je mélange avec du sucre roux, du gingembre et des oignons. Comme ça, j'ai les autres saveurs. J'ai la sauce soja qui est salée, j'ai le sucre qui est rendu sucré, j'ai l'amertume avec le gingembre et j'ai l'acide avec l'oignon. Et boum, ça fait quelque chose qui ressemble à l'umami. Ça ne fait pas des chocs à pic. Donc voilà. Et Excuse-moi de t'interrompre parce que le premier livreur est arrivé. Donc quelle heure est-il, s'il vous plaît? 20h44, il a été livré. Il est 20h44 et c'est le livreur de Deliveroo qui est arrivé. Deliveroo a gagné. Et oui, nous sommes les. Deliveroo a gagné. Attendez, moi je m'excuse, mais il est 20h45. Hein. Oui, mais il a dit que ça a été livré à 20h44. Est-ce que tout le monde est unanime? Oh là 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 là, oh là 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 là. Et si je pense qu'on va pouvoir faire une petite pause. C'était trop pour ces... Non, continue, fini. Et bien voilà, c'était juste ça. Donc le goût du gras, le goût du gras. À propos de goût du gras, en voilà. Alors moi, je tiens à dire que les plats de chez Deliveroo, en fait, c'est Deliveroo qui vient. Oui, c'est Deliveroo qui vient d'arriver. En fait, ils ont été scellés. Ah non, c'est chez Cozy, Pizza Cozy, ils font ça. Ouais. Oui, nous avons commandé donc chez Pizza Cozy, rue Gretry. Enfin voilà, je crois qu'on va clôturer sur l'umami s'il n'y a plus de questions. C'était juste. Mais l'umami, alors ça ne goûte pas simplement le gras, c'est ça que tu expliquais. Voilà, ça ne goûte pas simplement le gras. Il faut vraiment goûter ces ingrédients, ces aliments que j'ai cités, et puis essayer de les retrouver dedans. Dans le thé, c'est facile. C'est la saveur qu'on a sur le thé japonais, qu'on fait infuser très longtemps. C'est assez fort. Donc voilà. Mais ce qui me semble important, c'est que, ok, Deliveroo a gagné, mais est-ce que Francesco peut nous faire un compte rendu de la qualité du service? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que le serveur était sympathique? Est-ce qu'il était sexy dans sa petite tenue cycliste? Est-ce que c'était une femme? C'est un homme, donc c'est un homme plutôt petit, d'origine sans doute indienne, ma foi fort sympathique, qui nous souhaite un bon appétit. Ma foi, le service est assez satisfaisant, donc non seulement c'est rapide, mais c'est sympa, donc voilà, rien à dire. Alors que la team Takeaway, techniquement, le repas n'a toujours pas quitté, voilà. La rue Gretry, malheureusement. Donc voilà, on va faire alors une mini pause avant de passer
à une critique croisée avec Big Boss sur le dernier Avengers Infinity War qu'on spoilera allègrement. Et par la magie du montage, au fait, vous n'allez même pas attendre que nous ayons fini de manger pour pouvoir nous écouter, puisque nous revenons tout de suite. Pourquoi le dire alors? The entire time I knew him, he only ever had one goal: to wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again. Thanos. We got one advantage. He's coming to us. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. The end is near. When I'm done, half of humanity will still exist. Perfectly balanced, as all things should be. I hope they remember you. Bon, alors nous sommes toujours en train de... Enfin, plutôt nous, non. Abaddon et Francesco sont toujours en train de déguster leurs pâtes et leur escalope. Tandis que Marine Big qu'on Boss... est en train d'attendre nos plats à nous. Ouais. Il est quelle heure là? Il est 21h presque. Il est 21h. Mais Dans donc, la vie, on est héritier de ses choix et mon héritage a un goût de Gorgonzola. Un goût de victoire surtout. Je peux piquer une pâte, s'il te plaît. Bon, donc en attendant, avec Big Boss, nous avons décidé de parler quelque peu de Avengers Infinity War, partie A. Me tromperais-je, Big Boss? Alors en fait non, c'est Avengers Infinity War. Point. Avengers Infinity War 2 en fait n'existe pas, ce sera un autre titre. Ah donc il y aura 4 films Avengers? Ouais. D'accord, ok. Ouais, donc c'est pas du tout Avengers Infinity War. Donc, alors ça va spoiler, donc on va pas beaucoup en parler parce que on ne sait pas si nos auditeurs, en tout cas je sais que ma maman n'est pas très fan de films de super-héros, donc... On la salue d'ailleurs. On la salue d'ailleurs, ça réduit drastiquement le choix. Et est-ce que ta maman va écouter ça? Oui, ma maman va écouter ça. Si ça peut te rassurer, ma maman non plus n'est pas du tout fan de ce film de super-héros, mais de toute façon en fait elle s'intéresse pas à ce que je fais, donc elle n'écoutera pas le podcast. Moi, mais je te le rassure tout de suite, ma mère écoute ça par obligation, hein, Marine. Bisous maman, je t'aime. Alors, donc... Big Boss, si tu pouvais spoiler les premières minutes d'Avengers Infinity War. Ce sera son dimanche de la fête des mères, enchaîné sur un canapé, écouter un podcast de 4 heures, avec des bruits de bouffe en fond. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Je t'aime. Même quand tu es en vacances. Bon, alors, Big Boss, peux-tu spoiler les premières minutes d'Avengers Infinity War, s'il te plaît? Donc Avengers Infinity War, ça commence juste après Thor Ragnarok. Ouais. Donc dans la scène post-crédit, on voit le vaisseau asgardien qui s'envole avec les derniers survivants et qui se fait attaquer par on ne sait pas qui. Oui, c'est ça. Alors on voit le vaisseau qu'on reconnaît comme le vaisseau de Thanos, évidemment, si on a un minimum de culture. Ben voilà quoi. Je me sens inculte. Et ensuite donc là, effectivement, c'était bien le vaisseau de Thanos. Thanos débarque sur le vaisseau. Non, il est déjà débarqué sur le vaisseau parce qu'après on apprend qu'une partie des gardiens se sont enfuis avec la Valkyrie. Oui, l'autre s'est fait décimer. L'autre moitié s'est fait décimer. Oui, c'est ça, l'autre moitié s'est fait décimer, dont le gardien de la porte d'Asgard. Idris Elba. Voilà. Là, on a le meilleur combat du film entre Thor et Thanos. Oui. Non, d'abord, il y a un comique de répétition. Est-ce que je peux faire une pause? Tu veux faire une pause pour quoi? Pour simplement reprendre un sketch de Gad Elmaleh en disant le papillon barbecue. Oui, bravo. Parce que là, moi, je ne comprends rien. D'accord. Voilà, merci. Merci, c'était indispensable. C'était indispensable. Je ne couperai pas ça, je laisserai ça au montage. Et donc, comique de répétition, puisqu'ils ont un Hulk encore une fois. Oui, c'est ça, donc on voit Loki qui dit nous avons un Hulk, bam, Hulk attaque. Et il se fait démonter la gueule. Mais il tient quand même tête à Thanos. J'ai une question. Oui. Attention. Comment ça, un Hulk? Je crois qu'il y avait le Hulk. Ah, mais c'est le Hulk, mais si tu avais vu le premier Avenger, je te conseille de voir le premier Avenger parce que c'est un bon film, même de super-héros. Eh bien, ils disent, puisque c'est Loki le méchant, ils disent à Loki... Attends, je propose qu'on refasse la scène. Donc moi je vais faire Loki, toi tu fais Tony Stark. Ouais, d'accord. Ah, nous sommes méchants, nous allons détruire le monde, j'ai une armée. Mais nous,
on a Hulk. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, là, c'est comique de répétition inversée, puisque c'est Loki qui dit au grand méchant Thanos, nous, on a Hulk. Et du coup, Hulk est passé du côté obscur de la force? Non, il vient combattre Thanos et puis il se fait défoncer la gueule par Thanos. Mais le côté obscur de la force, c'est dans Star Wars. Si, on oublie. J'ai fait ça juste pour semer le doute. Je suis un agent du chaos. Et donc voilà, s'ensuit beaucoup de combats et de morts dans ce film Big Boss. Oui, on a le gardien de la porte, j'ai encore oublié son... Elendel, un truc comme ça. Je ne sais plus, je vais le retrouver. Qui comme dernière action en fait, qui renvoie Hulk sur Terre. Par contre, la scène est un peu gnangnan. Donc Thanos qui chope Hulk et qui chope Thor, ouais. Et qui tue Loki. Voilà, on va faire vite. Non, tu commences un peu à brouiller les pistes. Déjà ? Non, pas tant que ça. Donc, ensuite, on est sur Terre et les méchants capturent le Docteur Strange. Ah, comment va-t-il au fait? Bah, il est étrange. Disons qu'il est étrange. Donc, ils capturent le Docteur Strange. Iron Man et Spider-Man vont essayer de le sauver, mais ils se font embarquer dans le vaisseau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a. Là, on sépare un peu toutes ces scènes. Donc on sépare un peu toutes les scènes. Wakanda. Ouais. Non, on a d'abord Vision et sa copine qui se font attaquer, mais qui se font sauver par Captain America et la Veuve Noire. Pourquoi est-ce que tu dis Iron Man et puis Spider-Man et puis. Parce qu'ils sont tous ensemble dans le même film, Marine. Oui, mais pourquoi tu dis pas I pour tous les I? Spider-Man. D'accord, Spider-Man. Oui, non, mais t'as encore dit un autre nom là. Iron Man. Scarlet Witch. Après, je ne sais plus. Je sais plus. Enfin bon. Et donc. Non, et oui, on a oublié la scène aussi où Thor arrive dans le vaisseau des gardiens de la galaxie. Ah ouais, Thor arrive chez les gardiens de la galaxie. C'est crédit de gardiens de la galaxie, il me semble. C'est ça. Non, c'était la première image qu'on avait eue du film en fait. Oh, on s'en fout en fait. Donc il le récupère et puis alors, scène merveilleuse, Thor part avec Rocket Raccoon chercher une nouvelle arme. Oui, et ça c'est génial. Pendant que les autres gardiens de la galaxie vont chercher une nouvelle pierre d'affinité parce qu'il faut les récupérer avant le méchant. Abaddon a une question parce qu'il ne comprend rien. Alors, oui, voilà. Pour les simples mortels comme Marine et moi, on va essayer de simplifier les choses à un schéma actentiel. C'est un film où il y a plein Revenons sur le schéma actentiel. D'accord. Nous avons besoin d'un héros. Qui est-il? Alors, c'est Thanos le héros. C'est Thanos le héros. Je croyais que c'était le méchant. C'est le méchant, mais c'est le héros parce que c'est donc un anti-héros. C'est le protagoniste principal du film. D'accord. Disons-le comme ça. Qui est son opposant? Son opposant, c'est les Avengers. Mais je crois que c'était les gentils. Oui, mais c'est les gentils pour nous. On va t'expliquer les intentions de Thanos. D'accord. On t'explique les intentions de Thanos, comme ça tu comprends. Mais alors donc les Avengers, c'est Iron Man, parce que tu vas faire chier tout le monde. Iron Man, Spider-Man, Vision. Voilà, c'était ça. Il y a Red Scarlet, Captain America, on a la Dream Team, quoi. Il y a tout le monde. Il y a tous ceux que tu as vus dans les 18 films précédents, ils y sont. Donc tous les gens, tous les gens qui ont été tous les gens qu'on nous a fait croire que c'était des gentils depuis le début, en fait c'est plus des gentils. Si, c'est des gentils. De notre point de vue. De notre point de vue. D'accord. Parce qu'on ne veut pas, parce qu'en fait le but de Thanos c'est de tuer la moitié de l'univers. D'accord. Donc ça c'est son objectif. Est-ce qu'il a des adjuvants pour ça? Il a des adjuvants qui sont un petit peu factices quand même. Ils sont faciles à battre. D'accord. Oui. Ils n'ont même pas de nom d'ailleurs. Et ça veut dire quoi, adjuvant? C'est des gens qui l'aident à obtenir son objectif. Okay, voilà. Est-ce qu'à la fin il obtient son objectif? Il obtient son objectif. Donc il y a un retour à une situation de stabilité qui n'était pas celle que nous connaissions avant. Exactement. C'est un scénario très complexe. Non, on n'a jamais dit que c'était complexe. Le scénario est quand même assez complexe. Hein. La manière dont Thanos obtient les pierres est assez complexe, mais le scénario au final est assez simple. En fait, le truc c'est simple. Donc t'as 6 pierres de l'affinité qui ont été projetées dans l'univers quand il y a eu le Big Bang. Et si tu rassembles les 6 pierres, tu as le pouvoir, genre en claquant des doigts, tu peux faire ce que tu veux. Et donc lui, son but, c'est de claquer des doigts et tuer la moitié des personnes qui vivent dans l'univers. Tu peux dire ce que je pensais du film ou pas? Pourquoi t'as été le voir? Bah oui, j'ai vu. Oh, je savais pas, t'es allé le voir celui-là. Ouais. Et bah voilà. Voilà, la team Takeaway a perdu, mais la team Takeaway va finalement manger. Mais vas-y, Marine, dis-nous ce que tu as pensé en mal de Avengers Infinity War. C'était pas forcément en mal, j'ai compris toute l'histoire. Oh, alors que tu n'avais pas vu les films précédents. Malgré mon 2 de QI, j'ai quand même compris. Ensuite, en fait, ça m'a trop fait chier la fin parce que c'était vraiment super frustrant. Puis après, je suis sortie
Et François m'a dit oui, mais non, il y aura une suite, donc voilà. Mais moi, j'étais vraiment super vénère. Mais c'était compréhensible. Mais bon, voilà, faut s'accrocher. D'accord. Et puis les gens, en fait, les personnages, je les connaissais pas, donc je me suis vraiment adaptée. C'est ça. Simplement pour dire, voilà, le film, j'avais pas vu les trucs avant, mais j'ai quand même su m'adapter assez facilement et comprendre. Mais à la fin, j'étais frustrée. Voilà. Et tu es frustrée parce que, spoiler, Thanos arrive à récupérer les 6 pierres d'affinité, à claquer des doigts et à tuer la moitié de l'univers, c'est-à-dire aussi une grosse partie des héros qui nous ont donc que les nouveaux touchés. Héros en fait, aucun que les nouveaux héros. Alors oui, au fait, ça j'ai remarqué. Comme par hasard. Toute la team Avenger est au complet, mais C'est tous les films, oui, c'est ça. Alors Spider-Man est viré du casting, les potes de Captain America. Ils ont tué Spider-Man. Oui, ils ont tué le nouveau Spider-Man. Black Panther aussi. Black Panther, ils l'ont tué. Doctor Strange, ils l'ont tué. Les Gardiens de la Galaxie, ils les ont tués. Non, ils ont pas tué Doctor Strange. Si, ils ont tué Doctor Strange. Ouais, il fait désolé Tony, c'était le seul moyen. Puis... Et ils sont voilà. Enfin, ils sont pas vraiment morts, ils ont plutôt été vaporisés. En fait, une des théories qu'il y a, ce serait que donc il y avait déjà eu ça dans un film, un ancien film apparemment, c'est que les personnages qu'on croit être en vie, en fait, sont les personnages morts, et dans une espèce de dimension morte, en fait. Du coup, avec Iron Man, tous ceux qui ont voir ça me rappelle le scénario d'un vieux film, ça s'appelle Les Autres. Oui, aussi. C'est ça. Un très bon film avec Nicole Kidman. Très bon film. Donc voilà, mais alors l'important, Big Boss, pas Francesco, parce que Francesco ne regarde pas les films de super-héros, il ne regarde que Mr. Nobody. Je vois pas le rapport. Big Boss, est-ce que tu as bien aimé Avengers Infinity War? Eh bien oui, j'ai bien aimé Avengers Infinity War, après 18 films et 10 ans de Marvel. C'était quand même bien. C'était bien. Moi, vas-y Marie. Et 10 ans de vie conjugale où à chaque fois on devait aller voir les Marvel et se taper les scènes après le générique qui menait justement à ce film-là. Voilà, au final. Du coup, j'ai une question. Oui, Abaddon. Est-ce que ce film qui réunit près d'une 60aine de super-héros, qui a sans doute été le plus cher produit à... Sans doute. C'était une vingtaine et c'était presque un million. Voilà. Est-ce que tout ça a été réfléchi il y a déjà 10 ans? Ou est-ce qu'ils se sont dit, on a du stock? Alors, à mon avis, pour le premier Avengers, ils ont réfléchi et ils ont vu que ça marchait et donc ils en ont refait. Non, parce que. Mais ils ont les grandes lignes. Dans les premiers Thor et les premiers Iron Man, on parle déjà des pierres d'affinité. D'accord. Donc il part déjà. En fait, le Tesseract qu'ils utilisent, c'est une pierre d'affinité. Le cœur d'Iron Man, en fait, c'est le père de Tony Stark qui a un peu synthétisé, si je me trompe pas, l'idée d'une pierre d'affinité. Ouais, c'est ça. Pour avoir une énergie infinie. Et tous les premiers tournent autour du Tesseract. Et Thanos apparaît assez vite, en fait, dans les Marvel, dans les post-génériques. Du coup, c'est un tout cohérent. Ce n'est pas... Ouais, c'est ça. Ils ne se sont pas dit, tiens, on tient quelque chose qui fait des sous, on va en faire encore plus. Ça. Et apparemment, en plus, il y aurait des scènes qui teaseraient déjà l'arrivée de Thanos dans les films. Mais ça, j'ai pas encore lu. Alors voilà, on ne vous conseillera pas de voir les 18 films précédents forcément, parce qu'il y a à boire et à manger, parce qu'il y a du bon et du très mauvais quand même. Moi par exemple, les films Captain America, je ne suis pas du tout fan, mais, à mon sens. Moi j'aime bien. Voilà, si tu veux. Mais tout ça parce que c'est la Seconde Guerre mondiale. J'en ai vu aucun, mais Captain America, je peux vous dire, c'était meilleur. Non, mais voilà, le premier tour n'est pas spécialement bon non plus. Thor 1 et 2, franchement, pas terrible. Moi, les deux, j'ai quand même trouvé qu'ils étaient un peu plus aspirés pour tout ce qui est graphique, mais charte graphique. Mais le 3 était fabuleux. Est-ce que je peux partager une anecdote qui ne va intéresser personne? Vas-y, partage. Comme les MST, ça se partage les anecdotes. J'ai une connaissance assez floue des Marvel, mais j'ai un souvenir de Thor 2, justement, que je suis allé voir au cinéma avec mes meilleurs amis. Et vous vous souvenez de cette scène où je ne sais plus quel personnage, oui du coup ça vous aide beaucoup, se retrouve perdu dans l'espace et téléphone sur Terre. Alors qui se retrouve perdu dans l'espace et téléphone sur Terre? Je crois qu'il passe par un portail, parce qu'il y a question de portail qui s'ouvre, qui se referme. Je pense que c'est la petite amie de Thor qui se retrouve, qui traverse ce portail, qui se retrouve dans l'espace. Elle se retrouve dans un autre monde. Voilà. Et elle téléphone sur Terre. Et à ce moment, n'importe qui de censé se dit mais comment va-t-elle s'en sortir? Et la seule idée qui m'est venue à l'esprit, je regarde mon ami, je regarde Laila et je lui dis mais tu imagines le montant de la facture de téléphone? Du coup, faut rire pendant un quart d'heure, on s'est fait sortir du cinéma. Et... Ah, carrément? Oui, bah oui, bien sûr. Oh, d'accord. C'est pas drôle sinon. Oui.
Belle anecdote. Tu t'es vraiment fait sortir du cinéma ou c'est... On nous a regardé avec insistance. On s'est pas vraiment fait sortir du cinéma, mais on a dérangé des gens. Ça s'est vu. D'accord. Mais c'est vrai que c'est une question très pertinente. En fait, on ne peut pas téléphoner de l'espace. Mais non. Bien sûr que non. Parce qu'il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de réseau. réseau. Ça dépend, c'est un beeper de Nick Fury à la fin de Avengers. Tu rentres dans la Sauvenière, tu fais 3 mètres à l'intérieur, tu n'arrives pas à téléphoner. Alors pourquoi est-ce que tu pourrais le faire dans l'espace? Et du coup, tu aurais pu faire scandale au cinéma, dire écoutez, votre film, il n'est pas du tout cohérent. Pas du tout crédible. Bien sûr. Te faire rembourser la place. Je pense. Faut que j'y retourne. X années après. Donc voilà, Francesco, je vais y arriver. Big Boss, tu as été convaincu par Avengers Infinity War. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a encore 2-3 faiblesses, mais qui... Oui. Franchement, le film qui avait à la route, il gère vraiment bien le nombre de héros. Il était un peu rapide au début quand même. Oui. Un peu trop rapide au début. Il faut s'accrocher, mais il faudra encore plus s'accrocher pour les prochains Marvel, parce que là, on arrive dans le monde atomique avec Ant-Man, il me semble. Attends, oui, Ant-Man et la guêpe. Ouais. Donc et en puis, gros, quoi c'est en réduisant une certaine taille, il arrive dans un monde subatomique ou quelque chose comme ça, où l'espace et le temps n'ont pas la même valeur, et ça va jouer assez fort pour le prochain Avengers. Donc on va avoir... il va falloir s'accrocher encore plus pour la suite en fait. On va avoir Ant-Man et la guêpe, Captain Marvel et puis Avengers 4 le 3 mai 2019. Voilà. Donc l'année prochaine, en France le 24 avril, donc plus tôt, donc peut-être chez nous plus tôt. Finalement, je ne sais pas si j'irai encore voir des Marvel après le dernier Avengers, mais voilà, ce sera la fin d'une grande aventure cinématographique. Bah, ce sera la fin de la troisième phase et début de la quatrième, donc on a déjà quand même survécu à les deux premières phases. Ouais, on verra pour la suite après. Bon, je propose que la team Takeaway mange et nous reprenons après le signal sonore. Merci. Et donc nous revenons tranquillement après avoir un petit peu soupé. Marine et Big Boss, est-ce que ça vous a goûté? Ouais, c'était super bon. Ouais, on a trop mangé. Oui, ça c'est très possible. Mais on a mangé un peu tard. Un peu tard, c'est dommage. Et le livreur n'était pas du tout sympathique. Le livreur n'était pas du tout sympathique. Le livreur takeaway. On va pas préciser son origine, évidemment. Non. Bravo, on peut dire qu'il est venu en voiture. On peut dire qu'il est venu en voiture. Il est venu en voiture et il n'y a même pas eu bon appétit, il y a juste eu... voilà. Au revoir. C'était une Renault probablement volée. Et bien donc, en fait, toute cette... Ni chinois ni blanc. Toute cette expérience au fait pour vous parler de mon petit dossier que j'ai préparé avec amour et gourmandise, puisqu'il s'agit de la gourmandise moderne. Alors, admettons que j'ai de gros soucis d'aspiration, admettons que j'ai parfois des idées, je parle pas de bonnes idées, hein, attention, de petites nouvelles, mais que je ne sache jamais comment les terminer. Admettons également que c'est presque pareil pour les chroniques ou les dossiers. Il faut un déclencheur, quelque chose qui attire mon attention ou qui tombe dans mon oreille et qui fasse percuter une corde sensible dans la partie reculée de mon cortex, attendant tranquillement un ami, par exemple, près de la fontaine Place Cathédrale. Eh bien, ce jour-là, je vis les membres de cette mafia se réunir à quelques mètres de moi. Je parle bien sûr de ce groupement de cyclistes, et je déteste les cyclistes, ne serait-ce parce que je suis jaloux de ne pas pouvoir rouler en vélo. Ces cyclistes donc qui transportent de la bouffe dans leur gros sac cubique, smartphone au poignet, oreillettes en place, ils sillonnent la ville pour vous apporter rapidement et sans émission de CO2 le plat que vous avez commandé sur le net une grosse heure auparavant, vous l'avez compris. Je vais vous tenir la jambe sur une grande famille, Deliveroo et leur concurrence à Liège, Uber Eats. Abaddon, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais blaguer? Oui, mais j'ai déjà oublié quoi. D'accord. Je suis désolé. Je vais commencer par des métaphores bibliques, je suis désolé. Apportez-nous aujourd'hui notre repas commandé
pourrait être la devise de Deliveroo, cette société britannique fondée en 2013 par messieurs Will Shu et Greg Orlovsky. En fait, on entendait une suite au truc. Quand t'as dit pourrait. Enfin, en fait, on entendait une suite, vraiment toute une prière complète. Elle arrive. Oui. Donc, monsieur Greg Orlovsky était programmeur de l'application Deliveroo et il a quitté l'entreprise en février 2016 et a lancé en janvier 2017 une nouvelle application de rencontre pour les mamans appelée Peanuts. Ah, voilà. C'est une histoire qui démarre sur les chapeaux de roue alors. Exactement. Dans le cas de Will Shu, en revanche, c'est plus intéressant. Il faut imaginer cet ancien banquier, tout droit sorti du moule des jeunes cadres dynamiques que nous connaissons tous, assis à son bureau de la banque Morgan Stanley à Londres et se demandant avec quoi se sustenter lors de sa pause de midi. Il avait, comme on le dit souvent, l'embarras du choix. Ne sachant que commander, dans quel menu, dans quel restaurant, si le snack sur lequel il portait son attention était recommandable ou non, ainsi que, chose on ne peut plus importante, son casse-dalle arriverait-il rapidement. Will Shu lève donc des fonds, s'associe à Greg Orlovsky, qui s'occupe du design et du codage informatique pour un temps seulement, et ils créent tous les deux Deliveroo. Pardon ? C'est comme ça qu'ils se sont mis en selle. Oui. Et tu ne peux pas réussi. Tu ne peux pas mieux dire parce que le patron Will Shu, parfois il se met en selle et il va apporter des repas à ses clients. Ah ben voilà. Donc Will Shu lève des fonds, s'associe, ça j'ai dit. Rapidement, la start-up prend de l'ampleur. Dès 2015, Deliveroo se retrouve dans 12 pays, 84 villes et brasse 1 million de commandes dans plus de 1000 restaurants partenaires. Pour sa 5e levée de fonds, c'est comme ça qu'ils récoltent de l'argent, en 2016, ils obtiennent des fonds d'investissement de General Catalyst, qui est basé aux USA, et de Bridgepoint en Angleterre, la somme rondelette de 248 millions d'euros. L'entreprise enregistre une croissance de 400%, je ne sais pas si c'est normal, au grand dam de son concurrent Take It Easy. Créé la même année, oui, à Baden. Ils leur ont littéralement mis des bâtons dans les roues. Oui, aussi. Oh, c'est un festival. Hein. Faut qu'on y on va faire la blague du régime sans sel aussi, comme ça. Voilà, ça fait. Alors, en septembre 2017, une nouvelle levée de fonds est mise en place, et cette fois-ci, Deliveroo obtient plus de 2 milliards de dollars. Voilà, ça fait une belle somme aussi. Avec cet argent, ils veulent investir dans des cuisines dédiées, développer leur technologie et s'implanter dans de nouvelles villes. Et ne nous soumets pas à la tentation de manger plus, Big Boss. Passons rapidement sur la concurrence. Et dans concurrence, il y a, Francesco ? Rance. Très bien, parce que comme Uber Eats, en effet, quand une société de taxi étend son activité à la livraison de plats préparés, je trouve que ça sent le rance, voire le sapin, c'est selon. Uber Eats est créé par les fondateurs d'Uber, Garrett Camp, Oscar Salazar et Travis Kalanick, 2 Américains, un entrepreneur, un architecte et un businessman canadien. Uber, on entend parler d'eux un peu partout depuis un an ou deux, parce que voilà, ils ont des problèmes un petit peu avec leurs chauffeurs. Et ils ont donc lancé Uber Eats. Ils ne sont à Bruxelles que depuis octobre 2016, donc c'est quand même assez récent. Et Deliveroo est un sérieux concurrent, mais ils se sont quand même lancés en différenciant leur catalogue de Deliveroo, ça on l'a vu tout à l'heure. D'ailleurs, il y a moins de choix sur Uber Eats, tu sais pourquoi, Baden ? Dis-moi, je ne sais pas. Pour que les clients puissent choisir plus facilement. Ah oui. C'est plutôt malin. Mais choisir quoi puisque leur site fonctionne pas. C'est pertinent. Début 2016, une nouvelle idée fait son apparition pour Uber Eats, livrer des bières à domicile. En Belgique, ça doit fonctionner, forcément. Surtout quand ils sont arrivés à Liège depuis octobre 2017, donc ça doit forcément fonctionner. En ce qui concerne les sous-sous, Uber Eats est valorisé à 70 milliards de dollars. Comme ça, vous avez une petite idée. Mais, et c'est la blague que je veux faire depuis si longtemps, mais Deliveroo du mal. Oh. Si je vous parle de ces livreurs, c'est parce que je me suis d'instinct dit qu'il y avait anguille sous roche ou une couille dans le potage. Une dizaine de jeunes mecs avec des uniformes qui bossent pour une entreprise en roulant à vélo. Oh, ça puait à des kilomètres à la ronde. Mon premier réflexe... Oui, vas-y. Pour ta blague, t'as vraiment du Uber Eats. Merci. Mon premier réflexe a été d'aller vers l'un d'eux et de lui demander
Raconte-moi comment tu te fais exploiter, ça m'intéresse. Mais bon, une certaine pudeur, un manque de courage criant et l'arrivée inopinée de la personne que j'attendais, appelez ça comme vous voulez, m'a empêché de le faire. Je me suis donc basé sur des articles web pour vous livrer le dessous des plats et pas le dessous des cartes. Oh. C'est un vrai sujet de société, il faut que l'on en parle. Je m'égare. Aurait dit un chroniqueur un peu cher à mon cœur. Mais je ne suis pas entièrement d'accord. Il ne faut pas qu'on en parle. Cependant, c'est bien d'en discuter pour savoir à quelle sauce on est rôti. Mais c'est vrai, la concurrence est rude entre les deux adversaires. Et la colère gronde du côté des livreurs. Deliveroo surtout, puisque en 2007, la firme change son mode de paiement. Un biker n'est plus payé à l'heure, mais il est payé à la course. Donc c'est-à-dire que quand il attend le plat avant d'être livré, eh ben, ça ne coûte rien à la société Deliveroo. Selon le syndicat français de la CGT, c'est 30 à 40% des revenus qui sont ainsi perdus. De plus, le statut d'auto-entrepreneur en France est précaire et les salaires sont déjà bas à la base. En août 2017, les livreurs font grève à Paris et Lyon. Les anciens livreurs avaient été priés d'accepter le nouveau salaire sous peine d'un remerciement en bonne et due forme. Les excuses de la direction des Deliveroo sont multiples. Le livreur, c'est censé être un complément de revenu. C'est pas un métier en soi, c'est pas une fin en soi. Ou bien encore, on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Ou alors, le meilleur selon moi, on reste quand même les salaires les plus intéressants du marché. Il n'empêche que pour les attirer, on leur fait miroiter un petit 2000 € par mois avec une ancienneté prise en compte. Donc ça change pas mal la donne. Le problème dans tout ça, c'est un dérivé de l'uberisation. Ce sont les auto-entrepreneurs en France et les indépendants en Belgique que l'on fait travailler afin que Deliveroo et consorts ne payent pas de cotisation patronale. La liberté de travail vantée est illusoire, le lien de subordination est là, puisque les travailleurs sont surveillés par le GPS de leur smartphone et que des horaires leur sont imposés. On trouve un travail pensé comme au XIXe siècle, il n'y a pas de salariat. Les travailleurs sont des petits entrepreneurs indépendants, peu ou pas qualifiés, qui sont payés des clopinettes pour effectuer des tâches ingrates. J'aurais pu parler plus longuement de comment la France va lutter contre l'ubérisation, mais je n'ai pas trop envie de vous endormir, et puis, j'ai pas pu lire les articles Mediapart, puisque c'est un journal de gauche, donc leur modèle économique est de droite, et tu dois payer un putain d'abonnement pour avoir accès à tous les articles, donc zut. En Belgique, c'est depuis janvier 2018 que le ton monte entre les livreurs et la société, Deliveroo. Fin du mois de janvier, les bikers occupent le siège à Bruxelles pour eux aussi protester contre les changements de statut. Le but étant, je le rappelle, de décourager les livreurs à temps plein et d'embaucher des occasionnels. Ces occasionnels, les étudiants par exemple, ont un régime fiscal différent, donc peut-être préférentiel, tandis que les indépendants payés à la course auraient du mal à rentrer dans leurs frais. On parle de faire de plus de 7 courses par heure pour ne pas perdre d'argent. Pour Deliveroo, la quinzaine de personnes qui manifestaient n'était pas représentative des travailleurs de la société. À Liège, la manifestation s'est faite de manière un peu différente. Les commandes passées en ligne ont été livrées au SDF de la ville. Voilà, si les petits gars d'Uber Eats font pareil, est-ce qu'ils vont livrer les bières aux sans-abri à des gens qui ont sûrement déjà des problèmes d'alcool? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Si les commandes arrivent à se faire, évidemment. Si les commandes arrivent à se faire, parce que leur site est merdique. Autre retournement de situation, fin mars dernier, la commission administrative du règlement de la relation de travail, CTR, a estimé que les modalités de travail proposées par Deliveroo sont incompatibles, je cite, avec une qualification de travail indépendant, puisque le livreur est suivi par GPS. Il y a une faible liberté d'organisation laissée aux travailleurs, mais aussi des instructions précises quant à la manière de prendre livraison des commandes. Cela pourrait inciter les livreurs indépendants belges à demander une révision de leur contrat. C'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour un temps seulement encore, puisque je vais revenir sur le cas de Will Shu, patron de Deliveroo. Quand le Business Insider, le journal, lui parle des différents problèmes que rencontre la société et son modèle économique, Monsieur Shu a des réponses de Normands, voire de Jésuites. Bref, un expert en langue de bois. Des solutions, il en voit plein. Munir ses collaborateurs de caméras à mettre sur leur casque de vélo pour avoir un enregistrement de leurs courses. En cas de problème, ils doivent d'abord prévenir leur service, si possible avant la police ou les autres services d'urgence. Et puis, il le répète, livreur ne doit pas être une activité à temps plein. L'important pour les livreurs, c'est la flexibilité, Abaddon. Pouvoir entrer et sortir du boulot en un claquement de doigts. Bon, évidemment, le journaliste de Business Insider, on ne lui fait pas. Il persiste et signe en demandant si des livreurs considérés comme employés et non comme indépendants détruiraient son modèle économique. Mais ce n'est pas une question de coût, répond Will Shu. L'important, c'est la flexibilité. Si le travail devient rigide,
il y aura moins de gens qui voudront travailler là-dedans, même s'ils sont payés plus, j'en suis sûr. En même temps, Will, il marche sur des œufs. Sa société est rentrée en bourse en juin dernier, leur capitalisation est de 5 milliards d'euros, mais il ne gagne pas encore de l'argent. Heureusement, Will a promis qu'en 2019, il gagnerait de l'argent. Donc tout va bien. Surtout quand on sait que McDonald's, KFC, Burger King et d'autres vont se lancer dans la livraison à domicile, et que le clown Ronald a déjà annoncé qu'il ferait appel à Uber Eats. J'espère pas par leur site internet. Pour finir, notre Uber Eats qui est bientôt aux cieux. Et oui, les spécialistes en sont certains. Uber, et je suppose les autres sociétés qui profitent de ce modèle économique, sont destinées à disparaître à moyen terme. Le gros problème d'Uber est qu'ils sont basés sur une technologie qui n'est pas extraordinaire. On peut la reproduire pour quelques centaines de milliers d'euros. Or, si quelqu'un d'autre arrive sur le territoire, la seule manière de réagir est de baisser le prix. Mais s'ils baissent le prix, ils vont devoir toucher à leur marge. Et comme ils ne veulent pas toucher à leur marge, ils vont toucher à la marge des chauffeurs. Et les chauffeurs ne vont pas être contents et ils vont changer de plateforme. C'est pas moi qui le dis, c'est le journaliste de la RTBF. Ajoutons à cela qu'ils ne gagnent toujours pas d'argent Uber. Et si c'est pas le cas d'ici à 3 à 5 ans, la plateforme va purement et simplement disparaître. Et puis comment ne pas terminer sur les problèmes que rencontre en particulier Uber Eats, outre aujourd'hui qu'on n'a pas pu commander, ils déçoivent leurs clients namurois également. Et oui, Abaddon, les namurois. Tu as une blague à faire sur... Non, je n'ai pas de blague à faire sur les namurois, mais... Non, est-ce qu'ils sont déjà très lents et que le site est encore plus lent? Qui sont floués. Mais... C'est vrai. Bon, quand on lit l'article de l'ADH, on se rend compte que c'est une mère de famille au nom vaguement polonais qui est déçue. Je pense qu'il ne faut pas trop faire confiance ni attendre quoi que ce soit de gens qui chargent des tanks allemands avec des chevaux et sabres clairs. Et pourquoi est-ce que les Polonais n'auraient pas le droit d'être déçus? Mais déçus pour... Enfin bon. Écoute, je t'explique l'histoire, mais elle a raison quelque part, la dame, puisque j'imagine la scène et je prends pitié de cette femme, fondamentalement. Sa gamine a été infernale toute la journée. Pour la calmer, cette mère promet à sa fille un Happy Meal au soir. La maman tient parole. Elle commande un Happy Meal sur le site d'Uber Eats. Et là, le drame. Le temps d'attente s'allonge de plus en plus. Et au bout d'1h15, la commande est purement et simplement annulée. Et quand la dame téléphone au McDo, on lui dit qu'aucun livreur n'est venu chercher la commande. Peut-être parce qu'il n'y avait aucun livreur Uber Eats, puisqu'ils sont chez Deliveroo, je ne sais pas. Mais la gamine recommence à pleurer, imagine. Elle commence à pleurer, à faire des crises d'hystérie à cause du manque de gras, de sucre et de jouets que sa maman ne lui a pas procuré. Elle vit un nouvel enfer sur Terre, cette dame. C'est affreux. Voilà, je vous ai livré les fruits de ma petite recherche sur le trafic qui se joue au sein de nos villes, sur ces pédaleurs pressés qui nous ont apporté un repas qui, je l'espère, vous a quand même plu. Peut-être l'inverse du dossier, quand même. Donc, si je comprends bien, Deliveroo est en tête de peloton. Oui. Et Uber Eats pédale dans la choucroute. Oui. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ok, maintenant je vais me reposer, ça m'a fait du mal de préparer tout ça. Non, c'était pas Uber Eats, c'était Takeaway. Non, c'est Uber... Oui, nous, c'était Uber Eats, mais là, dans le dossier, c'était... Non, dans le dossier, c'était... Dans le dossier, c'était Uber Eats, mais ici, c'était Takeaway. Oui, dans les deux cas, c'était bon. Dans les deux cas. Et du coup, là, la polonaise de 200 kg a quand même dû descendre au rez-de-chaussée de son L'histoire ne dit pas si elle... Pour aller au McDo. Moi, je pense que la base pour cette polonaise, ce serait de foutre une bonne baffe à sa gamine, pour commencer. Pour qu'elle ne déjà, soit pas... ce serait retourner dans son pays, arrêter de faire des enfants en Belgique. Bah écoute, si elle est plombière, elle a le droit de venir dans le pays comme, comme tous les autres plombiers. Il me semble que tu deviens un peu raciste. Eh bien, il me semble surtout que Abaddon va nous parler des desserts Franken. Alors, on m'a demandé de parler de gourmandise et naturellement, comme j'aime que l'attention soit toujours sur moi, il faut que j'en fasse 2 fois plus que Max. Donc je vais pas vous parler de un dessert, mais je vais parler d'un dessert qui est constitué de 2 desserts. C'est le principe des desserts Franken. Donc l'idée est assez simple. On prend 2 desserts, si possible jolis, bons, connus, et on va essayer d'en faire un autre qui est encore meilleur, encore plus sucré et pas très connu. Donc ils ont des noms exotiques comme Cronut, Kragel, Brookie ou Affogato. Ce qui est chouette, c'est qu'on n'a vraiment plus besoin de choisir entre ce qu'on veut, on peut tout avoir en un. Je vais pas tous les expliquer. C'est pas très exotique. Pour moi, c'était exotique. Tu vois, quand ton dessert de rêve, c'est le Saint-Honoré, c'est la tarte au citron meringue, ça a un nom un peu bizarre.
Tu vois, en plus, cronut, ça sonne croc-cronut. C'est le chronostock en fait. Ça fait genre le lit des desserts. Ben non, ça fait un peu crottin en plein hiver, tu vois, mais soit. Écoute, l'exotisme, c'est propre à chacun. Si tu proposes un cocktail d'ananas servi dans un noix de coco en hawaïen, ce ne sera pas exotique pour lui. Pour nous, ça le sera. Oui. Sérieux? Ça part en couille, ça devient n'importe quoi. Bon, alors les desserts dans tout ça. Bon, j'ai perdu le contrôle, mais je vais essayer de continuer à vous parler des desserts Franken. Donc, Ça va être dur. On est dans les choux à la crème. Mais bon. C'est juste un chou à la crème, mais il s'appelle Chronos. Non, allez. Le cronut, ça a été créé à New York par un Français, parce que c'est logique. Les très bons pâtissiers français partent à New York. C'est très simple. Donc le principe, c'est le mix entre un croissant et un donut. Donc l'idée, c'est de reprendre le feuilleté, la légèreté du croissant et lui donner la forme et la friture et le potentiel sucré dans le donut. Ça a eu tellement de succès que c'est même revenu jusque Paris. Donc c'est un dessert qui a fait le tour du monde. Un des plus connus aussi, un des plus anciens, parce qu'on retrouve des traces dès 2010, vous imaginez. Oh mon Dieu, il y a 8 ans. C'est dingue. C'est le brookie. Donc ça, c'est tout simple. C'est juste une base de pâte à cookies sur du brownie. Ça aussi, ça a été fait aux États-Unis. Est-ce que c'est la cause de l'obésité morbide des États-Unis? Je ne sais pas, mais ça doit sans doute y contribuer. C'est hyper sucré, j'ai testé. Il faut avoir un grand verre d'eau à côté. J'ai une question à Manon. Dis-moi. Est-ce que ton diabète passe de 0 à type 2 direct quand tu manges un dessert Franken? Il pourrait. Le problème, c'est que généralement, le patient est atteint d'un cas de mort. Ah, d'accord. Avant le diabète, il y a la mort. Diabète, ça le foudroie. C'est embêtant. Voilà. Ouais, ça le foudroie comme un éclair au chocolat. Ça, c'était... Ouais. Voilà. Bon, le troisième que j'ai choisi, c'est juste pour le nom. C'est le Kragel. Le Kragel. Le Kragen. Le Kragel. Tu vois, dans un thème de dessert Franken un peu monstrueux. Voilà, c'est un peu libérer le Kragel. Vous imaginez une bande de pirates gourmands sur un bateau. Libérer le Kragel. Est-ce qu'il a des tentacules, ton Kragel? Non, le Kragel, c'est un mix entre un croissant et un bagel, tout simplement. Le gros avantage, c'est qu'on peut le faire en sucré et en salé. Ça donne plein de choses. En gros, c'est un croissant avec un trou au milieu aussi. Je pense. C'est ça. C'est une boule de Berlin moins grasse. Puisqu'il y a un donut. Et alors, le quatrième, qui est plus intéressant, mais dont on n'a pas entendu parler, et pourtant ça nous concerne presque directement, il est belge. Il a été inventé à Liège par un certain monsieur Daniel Colson. Vous connaissez Daniel Colson? Ça sonne bien liégeois en tout cas. Oui, ça sonne liégeois. Il est connu pour nous, c'est le patron des chocolats Mozan. D'accord. Qui a créé le Mac à gaufres. Ok. Donc c'est tout simple, on prend une pâte à gaufres ultra fine. Attends, je vais taper ça sur Google et vous verrez. Oui, bah, tu peux taper sur Google Mac gaufres. Donc c'est une pâte à gaufres ultra fine, les petites gaufrettes qu'on va rouler et farcir de ganache comme celle des macarons. Ça existe en 3 goûts, il y a mocha, chocolat et vanille. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, pas mal. T'as oublié le petit four aussi? Non. Comme dessert Franken. C'est pas mal. Donc voilà, c'était la rubrique un peu tarte à la crème, on peut passer à la suite. Tant qu'elle est pas tarte et qu'il faut l'acheter à terre. Un truc aussi qui existe depuis super longtemps, qu'on trouve à Londres et aux États-Unis, c'était des beignets avec à l'intérieur une barre style un Twix, un Mars. J'ai jamais vu ça. Oh là là. Immonde. Ça aussi, ça doit être super sucré. Tu prends un Twix, tu le mets dans la pâte à beignets et après tu le frites. Et il faisait ça avec absolument tout. Des Bounty, des Snickers. Oh non! Non, mais je pense qu'on a atteint un point de non-retour. C'est un peu comme les gens qui se font une tartine avec une tranche Nutella et une tranche pâte de cacahuètes. Ouais. C'est un peu... Ouais. Non. Il est frit. Mon Dieu, c'est affreux. Voilà. Bon, eh bien, nous allons sans transition. Merci à Badon de nous avoir parlé des desserts Franken. Et nous allons passer... j'ai une dernière blague, à mon avis. Oui, attention. Big Boss doit la connaître. J'imagine que tu sais ce que prend Dark Vador à la boulangerie. Non. Bah, il prend 2 pains et une tarte tatin. Pain, tarte tatin.
D'accord. Sans transition, nous allons passer à la rubrique des invités. Bonsoir, y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais ici, gamin? J'ai vu de la lumière, alors je suis rentré. Mais dans ce cas-là, ça change tout. Prends une bière, installe-toi et surtout, fais comme chez toi. Tu es mon invité. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Bon alors, Marine et Big Boss, je requiers toute votre attention. J'aurai une série de questions rapides. Répondre au tac fait partie de l'exercice. Donc approche-toi du micro, Marine. Approche-toi. Je t'écoute. Vas-y, attends, tu es prête? Oui. Attention, tous les deux, répondez le plus rapidement possible. Pas blanc ou pas gris? Pas blanc. Pas blanc. Jambon cuit ou jambon de Parme? Jambon cuit. Parme. Snack ou resto? Resto. Je vais pas dire non, snack. Resto. Un restaurant, pourquoi D'accord, dire d'accord, resto. resto. Alors, snack, ça me va. Alors, Mais je comprends pas parce qu'on a du jambon cuit et du jambon de Parme aussi. non, a ça du va, pain on blanc verra et ça du après, pain- on verra ça. Bistronome ou bistronome? Bistronome. Si. D'accord. Slip ou caleçon? Caleçon. D'accord. Film d'aventure ou de romance? Aventure. Livre ou BD? M'en fous, neutre. D'accord. After work ou retour maison? After work. Alors, bleu, saignant, bien cuit ou à point? Bleu. Ok. Saignant, enfin bleu saignant. D'accord. Ah, ouais, Avec ça ou va, sans bleu. vinaigrette? Sans. Vin blanc ou vin blanc? Vin blanc. Intérieur ou terrasse? Terrasse. Homme ou femme à la cuisine? Femme. Voiture, bus ou taxi? En train, il s'est endormi là. Après les after work. Taxi. Allez, pour finir, les Beatles ou les Turtles? Les Beatles. Les Beatles aussi. Ok, d'accord. Donc Marine, nous étions en secondaire ensemble, c'est comme ça que nous nous sommes connus, mais ensuite tu as fait l'ULG. Peux-tu détailler un petit peu ton parcours, s'il te plaît? Non, je me suis bien amusée. C'était... Qu'est-ce que tu as fait déjà? Qu'est-ce que tu as fait à une enfance l'ULG? difficile, hein. Ça y est, elle va nous faire une tartine. Ah oui, je vais détailler toutes. Bah non, tu n'es pas obligé de tout détailler, mais... Non, j'ai un master en information et communication. J'ai beaucoup appris des théories de Platon, de Bourdieu. Et ça t'a servi à quelque chose? De Katz et Lazarsfeld. Non, ouais, là pour l'instant, là, quand je fais des sandwichs, non, je me dis que ça ne m'a servi à rien. À part peut-être à stimuler mon esprit. Ah, mais c'est déjà bien. Ça ne m'a rien. Enfin, je veux dire, ça ne m'a pas stimulé plus que ça. D'accord. Stimuler. Ça ne t'a pas stimulé plus que ça? Non, ça t'a stimulé plus que ça. Oui, non, d'accord. c'était pas vibrant comme étude, c'était pas ce que je voulais faire. Et Mais savais-tu déjà ce que tu voulais faire? Savais-tu déjà... Non, je ne savais pas. Et sais-tu maintenant ce que tu veux faire? Bah là, je suis dedans. J'ai D'accord. plus trop le choix. Donc, il y a moins moyen de s'en sortir. Et après les études, qu'as-tu fait? J'ai travaillé dans l'ORECA. D'accord. Et puis j'ai démissionné parce que c'était à Bruxelles et que j'en avais marre de Bruxelles. Puis j'ai un peu travaillé comme ça, mais pour mon papa, donc ça compte pas vraiment. Et puis je me suis dit, bah voilà. Il faut faire quelque chose. On va y revenir après. Non, ça c'est un moment que je voulais. Enfin, déjà à la sortie de mes études, je voulais ouvrir un établissement Horeca et je l'ai fait, voilà. D'accord. Donc, On va finalement, revenir dessus. Mes études n'ont pas servi à ça. Voilà. Big Boss, dans ton cas, c'est pas des études à l'ULG que tu as fait, c'est des études d'art. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Bah voilà, j'ai fait des études d'art à Liège, ensuite j'ai été à Bruxelles. Où ça à Liège? À Saint-Luc. À Saint-Luc, c'est Saint-Luc. Team Ensuite, Saint-Luc. La dernière fois c'était... Oui, on s'est trompé d'invité, c'est la dernière fois qu'il devait venir. Oui, non, à la dernière émission c'était la team Beaux-Arts, et cette fois-ci on a la team Saint-Luc. Alors, juste pour préciser,
La team Beaux-Arts, en fait, c'est pas des Beaux-Arts, parce que pour être dans les Beaux-Arts, il faut avoir trois Beaux-Arts. Et il me semble qu'aux Beaux-Arts, ils n'ont pas architecture. Ah d'accord, donc au fait, Du coup, Saint-Luc, c'est le les diplôme est Beaux-Arts. caduc. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que nos invités de la dernière fois ne seront pas contents de Enfin, en même temps, Il y en a une des deux qui n'était pas convaincue par les Beaux-Arts. De toute façon. Oui, donc ça se rejoint. Ça se rejoint. Mais donc après, j'étais à Bruxelles faire un master à l'ERG, une grosse école d'art contemporain. C'est connu ça là-bas? Oui, quand même assez. Et c'était de la pure merde. Ok. On le saura comme ça. C'est un professionnel qui vous l'a dit. On ferait une chronique là-dessus sur l'art contemporain. D'accord, tu reviendras rien que pour nous parler d'art contemporain. J'ai vu des choses qu'aucun homme ne devrait jamais voir. Du coup, j'ai fait une formation rapide en communication, puis après une formation en marketing de communication. Oh. Je suis revenu à Liège et je me suis formé en découpe laser, impression 3D et plein de joyeuseté. Et donc tu vends plein de produits en sous-main. Du coup je fais des huiles à barbe. Il fait des huiles à barbe, il fait des peignes à barbe. Je fais des bijoux aussi. Et il fait des bijoux maintenant. Très cher si quelqu'un. Voilà. On mettra les règles. Si quelqu'un veut te donner un tip. Non, on peut en reparler plus tard. Mais alors, vous êtes là parce que vous avez ouvert le Bistronome. Oui. Le plus grand restaurant de tous les temps. Mon gars, tu sais même pas t'imaginer. Vas-y, Marine. Là. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Non, ce sont des produits frais, des recettes imaginées, je veux dire réimaginées 4 fois par an, des budgets qui sont très abordables. On a un établissement qui est, enfin, sans vouloir me vanter, qui est magnifique parce qu'on l'a mis, on l'a réaménagé à nos goûts et je dis pas que nos goûts sont les meilleurs, mais ils sont, enfin voilà, la déco, en gros on a fait 3 mois de travaux, voilà. On a une terrasse qui est vraiment super sympa aussi. Et enfin voilà, c'est un endroit, je pense, qui est abordable pour tout le monde. Quelqu'un qui a envie de manger un bout de façon sympathique, sans trop casser son budget, sans trop casser son portefeuille, bah voilà, il peut trouver ce qu'il veut chez nous. Et ça a l'avantage d'être des produits qui sont vraiment, enfin voilà, des frais du jour. C'est pas le cas partout en fait. Donc voilà, c'est une particularité qui fait que voilà, on sert de la qualité et on est très en dessous des prix du marché des gens qui servent même la même chose que nous. On est très en dessous de ça parce que simplement on a envie d'attirer le monde en fait, tout simplement. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne. On se fait simplement moins de marge, on fait moins de bénéfices. On en fait quand même parce qu'il faut quand même bien qu'on se paye. Oui. Mais on a fait le choix de faire moins dans nos calculs, de faire moins de marge pour peut-être attirer un peu plus de monde et pour montrer qu'on peut faire des bonnes choses et simples, mais dans un cadre tout à fait attrayant. Maintenant, tous les gens qui viennent manger chez nous sont très contents. Quand ils arrivent, est-ce que j'ai eu dans mon assiette, j'ai pas compris le prix que j'ai payé. Voilà. C'est assez régulièrement ce qu'on entend dire. C'est vrai ? Oui. Bah voilà. On choisit ça. Faire une marge moindre. Maintenant, sur la durée, on peut gagner notre vie. Hein. Heureusement. Et d'où vous est venue l'idée donc d'ouvrir une sandwicherie ? Attention. Parce que c'est une vieille idée, visiblement, puisque tu avais déjà ça en tête en sortant des secondaires. Ça a été c'est un concept que j'aimais déjà bien quand j'étais à l'UNIF. Bon, je sais pas si on peut donner des noms. Tu fais comme tu veux. Il y aura des bips.
Si tu veux qu'on mette des bips à un moment, on met des... bip. Mais non, en gros, quand j'étais étudiante à l'université de Liège, donc place du Vintou, il y avait le Poivre et Sel juste à côté. Et donc, moi, j'ai complètement adhéré au concept parce que franchement, c'était de la bonne qualité avec un prix raisonnable. Et enfin, voilà. Donc, j'ai voulu ouvrir ça. Et puis, malheureusement, c'était pas trop... Enfin, en parlant avec la personne responsable à ce moment-là du Poivre et Sel, voilà, je me suis rendu compte que c'était hors budget. Ensuite, On parle de combien, là, pour avoir une petite idée? C'est quoi, quelle somme d'argent faut-il pour ouvrir un Poivre et Sel? 100 000 euros. Ah ouais. Ouais, et pas 100 000 euros de droit d'entrée, mais non, le mec estimait... En tout et pour tout... Enfin voilà, non, il avait un schéma, voilà, on estime en moyenne autant pour les travaux, autant pour ceci, autant pour cela, voilà, c'était un projet à 100 000 euros. Oui, quand même. Moi, j'avais pas le budget, donc voilà, j'ai laissé tomber. Et puis ensuite, voilà, un jour, on a décidé de se marier. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble avec François. Et on s'est marié dans un Poivre et Sel qui se trouvait à ce moment-là rue Font-Saint-Servais sur le Cadran, à Liège, près de l'académie. Et voilà, ça s'est passé comme ça, on s'est mariés, on a un peu discuté avec le gars, et puis le type, justement, à ce moment-là, il finissait avec Poivre et Sel et il se mettait à sa propre enseigne, le Bistronome. Oh. Et comme par hasard. Non, voilà, c'était pas le même concept, pas du tout, non, il a revu toutes les recettes, il a vraiment essayé de montrer un changement par rapport aux deux enseignes. Ouais. Et à un moment donné, il m'a dit voilà, moi j'ai quelqu'un d'autre qui ouvre un Namur, et en fait, voilà, ça s'est passé comme ça. Il m'a fourni la marque, le menu, la visibilité sur son site web. Et voilà, il m'a dit voilà, c'est le Bistronome, c'est pas Poivre et Sel, ça n'a pas la même renommée, mais peut-être que dans 5 ans ça aura la même renommée, on ne sait pas. Et très sincèrement, financièrement, c'était beaucoup plus intéressant. Et au niveau de la personnalité, j'ai plus accroché avec ce mec-là, donc voilà. C'est mieux comme ça. Et moi j'ai toujours voulu être dans la restauration, je me suis dit, voilà, ok, j'ai envie... Moi, je me vois dans 10 ans être à la tête d'un grand restaurant, d'un restaurant en gros, cuisiner, faire des choses que j'aime et tout ça, mais là, je pensais que c'était une bonne transition de commencer un peu plus bas peut-être Pas plus bas, mais d'être épaulé, quoi. Ouais. D'avoir quelqu'un qui a déjà vécu qui a problèmes. l'expérience et qui... Enfin, oui, même si j'ai dû le payer, voilà. Enfin, c'était un choix. D'accord. Et est-ce que tu dirais qu'il faut... qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une sandwicherie? Beaucoup de volonté, beaucoup d'huile de coude, beaucoup de... De quoi? Je pense... Enfin... Déjà, il faut beaucoup d'argent. Un copain dans une banque. Si t'as l'argent, voilà. Non, après, il faut de la volonté et il faut s'accrocher parce que, ouais, il faut jamais se dire, voilà, un jour où t'as eu personne, te dire, bon, voilà, moi, c'est pas une sandwicherie, c'est pas Point Chaud, tu vois, c'est un autre truc. Pour moi, moi, j'appelle ça plutôt un resto, en fait, tu vois. Ouais. Mais c'est clair qu'il y a des fois où t'as personne et que t'es complètement... tu te rends compte que... d'un jour à l'autre, tu sais pas prévoir, en fait. Et c'est ça, je crois que c'est ça le plus dur dans le métier de restaurateur, c'est de te dire... Là, un jour, tu t'es fait démolir parce que tu as eu plein de gens et que tu n'avais pas forcément prévu. Du coup, pour le jour après, tu prévois plein. Et il n'y a personne qui vient. Et puis, il n'y a personne. Et puis après, c'est le week-end. Et du coup, après, tu peux tout jeter, tout ce que tu as fait. Tu vois? Ouais. Maintenant,
Maintenant, voilà, je sais pas, c'était quoi la question initiale? Qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une sandwicherie? Qu'est-ce qu'il faut? Bah oui, il faut des sous, il y a vraiment beaucoup de motivation et il faut jamais baisser les bras parce que dans le RECA, c'est comme ça. Un jour, tu vas avoir beaucoup, un jour, tu vas avoir peu. Du moment que tu as trouvé le bon endroit, un endroit sympa et que tu fais des trucs qui sont bons, je veux dire, bah voilà, il faut laisser faire le temps. Le bouche à oreille. Ouais, aussi. Enfin, d'accord. Surtout. Est-ce que Abaddon ou Francesco voulaient intervenir à ce moment-ci pour dire un petit quelque chose, poser une question ou quoi? Alors, j'en parle peu, mais moi aussi j'ai travaillé dans une sandwicherie. Oui, c'est vrai. Ça a été mon job étudiant pendant 5 ans. On s'en souvient. Ah mais justement, moi aussi je faisais mes études à l'université à Liège, Place du Ventoux, et je travaillais à ce qui était à l'époque, avant que un couple de sinistres personnages va tout foirer et tout couler. Le fournil de Lucifer. Ah ouais, c'était super bon. Là. Ouais, c'était super chouette. Maintenant, ça s'appelle le comeback. Le comeback, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'on est allé et on n'a pas comebacké. Mais pourtant, c'était bon. C'était bon, mais c'était pas aussi bon qu'à l'époque. Je crois que c'était un peu trop stérile, un peu trop froid dans l'ambiance. C'est pour ça qu'on n'est pas retourné. Mais ouais, donc je visualise un petit peu le métier que tu fais. Je sais bien ce que c'est de venir faire la mise en place le matin, de faire les sandwichs, être dans le mou quand il n'y a personne et d'être dans le stress quand tout le monde décide de débarquer en même temps, parce que naturellement... Quand il y a 4 pecnos qui arrivent... Voilà, mais généralement les gens viennent toujours en masse, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe, et c'est du bon stress, c'est du stress positif, et tu vois pas le temps passer, c'est super chouette. Non, je connais ça, et ouais, non, c'est sympa ce que tu fais. Je visualise très clairement ce que tu peux aimer dans ce boulot-là, donc là, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il y a une petite différence, c'est qu'au Bistronome, les recettes sont quand même beaucoup plus élaborées, quoi. Nous, au Fournil de Lucifer, c'était sandwicherie classique, on faisait des trucs qui étaient plutôt bons, mais on partait pas sur des recettes hyper alambiquées, tandis qu'au Bistronome, on est sur des sandwichs qui ont tous une identité précise et qui font, entre guillemets, un peu voyager. Il y a, par exemple, celui qui me vient en tête, c'est le Jakarta. Voilà, c'est épicé, on sent qu'on est sur du bon produit. On sent la mer. Je ne sais pas si c'est la mer. Avec le scampi. Je sens les épices et ça me plaît bien, ça me fait voyager. Avec le scampi, on sent... on sent la mer, le scampi. Ça ne goûte pas l'umami. Non, ça ne goûte pas l'umami. Non, mais ils ont tous comme ça une identité. Je pense que toi, quand tu y vas, Max, tu prends souvent un Mexicain, je ne me trompe pas. Il y a un Mexicain à partir du moment où il y a du poulet pané dedans. Mais alors, récemment, j'ai goûté lequel? Celui avec le confit de canard, non, le foie gras. Pas de messe basse. Mais oui, on peut demander à Francesco d'aller chercher le vin blanc qui est au congélateur, s'il te plaît, Francesco. Mais le périgourdin, oui, avec le canard et avec les morceaux de figues dedans. Oui, et en fait, c'est ça le truc, bon. C'est que c'est plein de saveurs en même temps. Et c'est ça qui... C'est ça qui est un peu frustrant quand des personnes parlent d'une sandwicherie. Enfin, genre, ok, j'ai ouvert une sandwicherie. Bah oui, on fait des sandwichs, mais on fait aussi restauration. Ah, tu fais autre chose aussi? Tu fais des soupes, tu fais des croque-monsieur, tu fais des salades. Tu les fais en salade aussi, les sandwichs en toast, en salade. On fait des suggestions. Il y a un magnifique club sandwich que tous nos auditeurs doivent aller goûter absolument, si possible, le même jour, quand il y a service réduit. Ouais. Mais non, le club sandwich. Ouais. Non, c'est génial, ça, c'est du poulet. Ouais, c'est terrible. Tomates, salade. Œufs sur le plat. Qu'est-ce qu'on a encore? Du bacon. Ouais, œufs sur le plat, ouais. Effectivement. Non, voilà, c'est une explosion de saveurs, le club sandwich. Voilà, tu as foie gras, vinaigre de canard, mousse de canard, confit d'oignon, figues, tomates séchées, huile de truffe. Oui. Je ne sais pas si j'ai oublié un truc, mais soit on a plus ou moins une trentaine de recettes, donc voilà, c'est un peu compliqué de les connaître toutes par cœur, mais je veux dire, c'est pas une sandwicherie classique. Non, clairement pas, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie recherche sur chaque recette. Ah oui, il n'y en a aucun qui se ressemble, même deux avec du poulet pané à l'intérieur, ils ne se ressemblent pas. Moi, étant végétarien, le problème que je rencontre la plupart du temps, c'est que par facilité, quand j'arrive dans un endroit que je ne connais pas, je demande le sandwich végétarien, point barre. Les 3/4 du temps, on me tape de la mayo,
industriel avec des légumes qui généralement sortent dans sachet. C'est pas bon, ça se mange pas. Au Bistronome, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que la base déjà c'est une tapenade. Dans le pesto, c'est un pesto, c'est ça? Ça dépend. C'est genovese, c'est ça? Le genovese, ouais, c'est pesto. Voilà, il y a une base de pesto, donc tomate déjà on n'est séchée. pas sur une mayo, et puis après tous les légumes sont ultra frais, donc pour quelqu'un qui mange des légumes H24, forcément on se sent pas lésé, quoi. Tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai croisé ma soeur, on a bu un verre et tout ça, soit pour l'apéro. Elle me fait oui, au fait, parce que elle prend souvent le sandwich vegan. Oui. Elle me fait oui, les aubergines marinées, donc tu les achètes où? Je fais je les achète pas, je les fais. Ah, tu les fais? C'est vrai? Je fais oui. Et comment tu les fais? Je fais je les tranche à la trancheuse. Je les sans te couper le doigt. Je me suis déjà coupé un doigt. Ça suffira. Mais il n'y en avait pas dans les aubergines. C'était l'ingrédient mystère. Comme c'est pour des VG, tu vois, je me suis dit. T'es vite. Et non, mais elle était super étonnée. J'ai fait oui, les courgettes et les aubergines, on les fait nous-mêmes. Et le caviar d'aubergine aussi. Elle fait, ah, tu l'achètes pas tout fait, ça? Je sais pas, ça doit être super chiant à faire. Je fais oui, c'est super chiant à faire. Mais c'est pour ça que ça goûte mieux aussi. C'est pas chiant à faire. Quand c'est pour ton commerce, il y a rien qui est chiant à faire. Oui, ça aussi. Je pense qu'à partir du moment où tu veux vendre la nourriture, il faut le faire correctement, il faut pas le faire. Merci. Oui, mais tu pourrais acheter du caviar ou des aubergines tout fait. On les fait nous-mêmes et voilà. Mais ma propre sœur a été étonnée, quoi. Je me suis dit, quoi? C'est... Ouais, parce qu'on se voit pas trop non plus, hein, mais bon, je pensais qu'elle le savait. Soit. Et alors, Marine, qu'est-ce que c'est une journée type pour un propriétaire du Bistronome? Du lever au coucher. Je me lève. À quelle heure? Tôt, d'accord, mais... ça dépend s'il y a des buffets ou s'il n'y a pas de buffet à livrer. Okay. En fait, s'il y a des buffets à livrer, voilà, ça dépend combien de personnes. Ça m'est déjà arrivé de me lever à 5h du matin, 4h30, voilà. Mais sinon, en général, s'il n'y a pas trop de buffets, je me lève à 7h. J'arrive au Bistronome, il est 8h. J'ouvre tout, je lance tout. Et je commence à faire les préparations parce que j'ai toujours une commande qui est sûre pour livrer, parce que c'est tous les jours une commande pour le sartillement. Donc je la fais, je la livre et puis je reviens, je cherche une place de parking. Rue des Clarisses, bonne chance. Ouais. Je me fais engueuler par les flics. Je me gare parfois un peu n'importe où. Et puis voilà, après ça dépend. Parfois tu vas faire 5 couverts, parfois tu vas en faire 30, tu sais jamais dire. Donc voilà, c'est une journée type, voilà. Et puis en fonction de la journée qu'il y a eu, s'il y a eu beaucoup de monde, je fais toutes les préparations après journée pour le lendemain. Et je vais faire mes courses, et puis je rentre chez moi, il est 6h, 7h. C'est pas éreintant comme horaire, mais c'est très intensif, mais c'est pas voilà. D'accord. Et tu dirais les points forts et les points faibles du Bistronome? Question piège, je m'excuse. Les points faibles, c'est l'emplacement, parce que clairement on est dans une rue où on a énormément de concurrence. Donc forcément, si des gens voient que c'est plein chez moi, ils vont aller à côté en se disant il y a moins de monde là, on va moins attendre. Ça, c'est vraiment le point faible. Je sais pas s'il y en a d'autres sans prétention aucune. Non, mais si t'en vois pas d'autres. Je n'en vois pas là comme ça.
voilà, je dirais, bah, voilà, pour dire qu'il n'y a pas de point faible, je dirais, bah, voilà, justement, le point fort, c'est qu'on sert de la qualité en permanence et que moi, je me démène pour le faire et c'est du frais. Je dis pas qu'il y a zéro défaut, mais peut-être, ouais, encore un point faible, l'attente parfois, mais l'attente, bah, c'est le temps de la confection. Quand quelqu'un qui arrive et qui a 15 personnes avant qui ont commandé, bah, y a des gens qui peuvent attendre parfois. Voilà. Ça arrive partout. D'ailleurs, on a entendu tout à l'heure, la team Takeaway a attendu pour... Très longtemps. Voilà. Et Big Boss, comment est-ce que tu vois ça, la restauration, le monde de la restauration? Toi qui n'es pas trop dedans finalement, même si tu es un petit peu appliqué. C'est un peu, en fait, comme tout le monde des commerçants en général, en fait, c'est un travail qui est quand même beaucoup plus dur que la plupart des travaux, enfin, sans vouloir dévaloriser d'autres métiers, mais il n'y a pas vraiment d'heures, on a un style de vie qui s'adapte vraiment au commerce, et niveau de la reconnaissance, en fait, enfin là, on vit les premières années, mais il y a clairement un gros souci, en tout cas je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en Belgique, pour encourager les gens à faire ça en fait. On voit énormément de commerces qui ferment, énormément de restaurants qui ferment, mais au fond quand on voit vraiment toutes les démarches qu'il faut faire pour ouvrir son restaurant et après le garder à flot, on comprend pourquoi autant de personnes se découragent après les 2-3 premières années. Ah oui, c'est vrai, parce que vous êtes ouvert depuis le 30 septembre. Le 30 septembre. Ça va faire 8 mois. Le 30 septembre 2017. Mais pour vous donner une idée, en gros, il y a vraiment une... Non, le 28 août 2017. Le 28 août. 28 août. D'accord, pas. Enfin, le 28 août 2017. Il y a vraiment une politique de banque pour vraiment refuser tout ce qui est Horeca. Après, il y a énormément de taxes un peu sans fondement qui arrivent, comme la taxe façade. Ah oui, qui est un peu bizarre. Marine va peut-être raconter alors l'histoire de la taxe sur les... son anecdote sur la taxe sur les... Je ne sais plus comment c'est encore. Oh, des gens qui débarquent chez moi. Bonjour, service des taxes. Voilà, on taxe les forces motrices. Ah, les forces motrices. Et en fait, les mecs, on est déjà taxés sur tout et on est taxés sur les frigos qu'on a achetés. C'est un truc, c'est abusé. Oui. Et sur la trancheuse, des trucs comme ça. C'est parce que c'est une taxe communale, ça, tu vois. Mais oui, mais c'est quoi le délire? C'est quand même... alors après, tu vas être taxé sur... excusez-moi l'expression, je ne sais pas qui va nous écouter, mais sur la petite culotte qu'on porte, quoi. Peut-être aussi. Oui, un jour, ça va arriver. Mais je dois dire que, voilà, je pense que, en fait, au final, il y a deux choses qui sont vraiment très difficiles dans ce milieu. La première, c'est l'incapacité de prévoir, parce qu'il y a un jour où on va avoir plein de monde, un jour où on va pas en avoir du tout, et on ne sait vraiment pas prévoir. Et donc, au niveau des quantités à prévoir, des préparations, etc., voilà, un jour, on va pas avoir assez, on va être à la bourre toute la journée, et puis un autre jour, on va prévoir trop, et puis finalement, on va tout jeter en fin de journée parce que on n'aura eu personne. Deuxième difficulté, c'est les employés. Mais ça, je pense que c'est pas seulement dans l'Horeca, c'est dans beaucoup de domaines. C'est partout. Mais le problème, c'est que dans l'Horeca, il y a un employé qui téléphone à 11h, qui doit venir bosser à midi. Et il te sonne à 11h pour te dire qu'il est malade, c'est un peu compliqué, quoi. En fait, non, quand ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois, voilà, tu sais pallier au truc. Mais le problème, c'est que tu es toujours dans le stress de te dire on va te lâcher à un moment donné, et puis tu vas devoir téléphoner à une agence intérim et tomber sur un mec que tu connais pas qui va manipuler ta caisse, des trucs comme ça. C'est vraiment... franchement, ça, c'est vraiment chiant. D'accord. Et donc, Big Boss, les gens, c'est normal qu'ils ne tiennent pas à flot, tu disais. Oui, donc, en gros, justement, avec là l'exemple de la taxe sur les forces motrices, en fait, c'est vraiment un encouragement un peu à la médiocrité.
Donc là, je sais pas si vous avez suivi, mais à Liège, il y a eu une espèce de petite pétition contre les commerces médiocres, entre guillemets. Enfin, les vendeurs de coques de smartphones dans des rues où les loyers sont à 6 000 € par mois. Enfin, ils ouvrent des vendeurs de sacs à main made in China, mais avec des fonds qui sortent d'on ne sait pas trop bien où, des produits qui sont pas de qualité, qui n'affichent pas de publicité, qui sont là temporairement, qui n'ont pas vraiment des vraies étagères, mais plus des étagères de night shop. Et pareil pour les forces motrices, en gros c'est beaucoup plus rentable d'ouvrir une sandwicherie où on a des petites barquettes et un frigo et travailler avec des produits tout faits que de faire tout soi-même, vu que chaque appareil est taxé. Pareil pour la publicité, faire une belle façade, une belle vitrine. Par exemple, un simple sticker avec le nom du magasin, ou même un affichage sans nom, une décoration, peut être taxé en fait. Un stop-trottoir peut être taxé, une enseigne qui dépasse, tout est taxé et c'est des taxes qui ne sont pas justifiées, qui sont excessives et finalement c'est qu'on ne peut pas prévoir parce que c'est des taxes qui apparaissent un peu comme ça, avant d'être dedans on ne peut pas savoir qu'il y a des taxes comme ça et du coup c'est des coûts en plus qui apparaissent à un moment où on n'est pas censé avoir de coûts en plus, quoi, où c'est vraiment, ça se joue tout juste. Ce sont des coûts en plus, tout comme la SABAM et des choses comme ça, qui font qu'on avait prévu un budget et après, il faut avoir de la trésorerie aussi qui suit, quoi. Ouais, donc il faut que le commerce fonctionne correctement. Oui, il faut que le commerce fonctionne correctement. Il faut que les employés ne foirent pas parce que voilà, quand on a un qui tombe malade pendant un mois, tu dois quand même le payer. Il faut une trésorerie vraiment, vraiment très importante pour pallier à tout un tas de choses qui peuvent arriver comme ça. On ne sait jamais trop quand. Et auxquelles on n'a pas pensé. Ouais. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des nouvelles choses à venir au Bistronome ? Par exemple, tu parlais de la carte d'été tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était en on ou en off. En aparté, tu parlais de la... La carte d'été est déjà sortie. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Une bonne salade de quinoa. Oh ! Et donc, avant, on avait seulement 3 recettes végétariennes. Maintenant, on en a 6. Ouais, quand même. Parce que... Et puis des véganes aussi. Donc on a 6 recettes végétariennes dont je pense 3 véganes. Parce qu'on a compris la tendance en ce moment. Et voilà, de toute façon ça reste... la base de la carte reste la même. Mais c'est frais. Aujourd'hui, il y a plein de gens, ils voulaient tous du saumon ou du jambon. Ils sont pas chiants, les gens. Non, je veux dire des trucs frais. Ah oui, avec le soleil qu'il y a eu. Alors que notre sandwich de base, c'est le sandwich Bistronome, qui est à base de pain de viande provençal, mais un truc bien lourd. Ouais. Plus personne ne prend ça aujourd'hui. C'est trop chaud. Mais non, c'est amusant. Enfin voilà, c'est voilà les nouveautés. Il y a pas. Il y a la terrasse qui est ouverte quand même. On continue les after-work, bien sûr. Hein, alors est-ce que attends, je vais demander à Big Boss de parler du concept des after-work parce que c'est quand même lui qui passe en cuisine à ce moment-là. Tu lui laisses le champ libre pour cuisiner. C'est pas tellement que je lui laisse le champ libre, c'est que j'en ai marre de ma journée. Et donc il prend le relais, mais il y arrive tout frais avec plein d'idées. Exactement. C'est ça qui est bien. Big Boss, si je te dis after work. Donc, en gros, les after work, c'est pour ça se passe après le travail. Donc, au début, en fait, l'idée c'était vraiment d'ouvrir les jeudis, donc faire les jeudredis pendant 3-4 heures, histoire que les gens viennent, prennent un petit verre, une bière, on fait quelques cocktails aussi. Et un site apéro, finalement, ça se transformait en plus en pâte du jour. Donc on ne réouvre pas vraiment toute la cuisine, sandwicherie et salade. En fait, c'est seulement des pâtes et des sites apéro. Et voilà, là, ça démarre tout doucement. Et tu nous régales à chaque fois avec une recette de pâtes différente. J'essaye. Donc à chaque fois, c'est des sauces fraîches du jour. Il n'y a qu'une seule sorte.
Et on essaye de toujours rester à des prix vraiment très très raisonnables. Et de faire au mieux. Et tu fais un très bon gin tonic et un très bon spritz aussi, je crois que Francesco peut en témoigner. Absolument, vraiment le gin tonic est absolument délicieux. Je conseille celui au concombre, hein. Il est excellent. Parce qu'on a le choix entre les concombres et le cardamone. C'est parce qu'on aime bien se bourrer là. Ça va. Et du coup en juillet on a aussi des rhums arrangés qui arrivent avec des tequila sunrise au piment et tout ça. On se réjouit d'avance. Ah, donc tu reviendras, Francesco, avec faire plaisir. un after-work au bistrot. Avec grand plaisir, surtout s'il y a du piment. D'accord. Et Abaddon veut-il ajouter quelque chose Non, j'ai dit tout ce que je souhaitais dire sur le sujet, c'est très bien. D'accord. Parce qu'il a pas envie de parler avec nous. Non, je ne pense pas. Non, c'est pas vrai, je m'amuse bien avec vous. Faut juste le temps qu'il se remette sur sa chaise. Eh bien, Marine, Big Boss, avez-vous quelque chose que vous voudriez dire, un message que vous voudriez faire passer? Peace and love. Peace and love. Et venez au Bistronome. Venez au Bistronome, oui. Rue des Clarisses. Rue des Clarisses, avec 2 pouces en l'air. Numéro 58. Numéro 58, 4000 Liège. Ouvert tous les jours, enfin du lundi au vendredi. Non, du lundi au samedi. Du lundi au samedi de 11 à 14h30. Et il y a une carte de fidélité au 10e le 11e sandwich est gratuit. Oui. C'est ça. Et puis on est très gentils aussi. Ouais. Et on fait les meilleurs sandwichs de Liège. Et vous faites les after-work le jeudi de 17h30 à 21h. Officiellement. Oui. D'accord. Big Boss, veux-tu ajouter quelque chose? Non, je crois que tout a été dit pour moi. D'accord. Mais tu ne veux pas parler un petit peu des dessins que tu fais? Tant qu'on y est. Parce que tu dessines aussi, puisque tu as fait une école d'art. Non, ça va, on fera un autre. Tu veux qu'on te réinvite au fait une fois avec les deux autres artistes pour qu'on fasse un battle Académie des Beaux-Arts. C'est à Luc, c'est ça? Tu veux qu'on fasse une... Bah oui. D'accord, on y pensera. Bon, et bien alors je pense que c'est à Francesco, avec toi aussi, et Pat, tes amis. Toi aussi, et Pat, tes amis. Hein? Oh, c'est bientôt fini. On est pas obligé d'être là pendant qu'il fait son truc. Bah non, ça va. C'est bientôt fini, Marine et Big Boss, ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Vous êtes prêts? Alors attends, Francesco, est-ce que tu vois que ça défile sur l'écran? Est-ce que tu vois que ça enregistre? Est-ce que le petit bouton enregistrer en bas à gauche est allumé? Il l'est. Ok, d'accord. Eh bien, alors nous pouvons y aller. Je t'écoute. Allons-y. Eh bien oui, donc c'est la célèbre séquence, toi aussi et pas de tes amis, donc c'est le grand moment où vous allez pouvoir faire le plein d'anecdotes croustillantes à raconter au barbecue, sous le soleil, à une terrasse, pourquoi pas à la terrasse du Bistronome, et vous aussi vous allez pouvoir épater vos clients. Demain à l'afterwork, par exemple. Absolument. Ben voilà, demain à l'afterwork, vous allez pouvoir épater vos clients grâce à ces petites anecdotes. Donc le principe est assez simple. Enfin, Max et Abaddon connaissent assez bien le principe. Enfin voilà, ils ne sont pas terriblement au taquet. Non. Et surtout que j'ai gagné la dernière fois, donc t'as plus rien à dire. C'est vrai, j'avoue. Et avec un bon accent liégeois, c'est bien. Absolument. Alors, du coup, le principe, il est le suivant, c'est que je vais poser une question, et donc, le but, c'est que vous y répondiez, en fait, le plus vite possible, et c'est celui qui trouve la réponse qui a le point. Voilà. Alors, la première question, bon, du coup, c'est et pas de tes amis un peu plus gastronomique et un peu plus culinaire, puisque nous avons des invités qui sont miam, miam. Dans le milieu gastronomique. La première question est la suivante. Donc, le capitaine Ed Khan, il a une profession assez particulière qui lui rapporte beaucoup d'argent. Et nous sommes évidemment dans le domaine donc, de la gastronomie et donc de la nourriture.
Mais je vous demande laquelle. À votre avis, quelle profession est-ce qu'il exerce qui est vraiment très très particulière et qui rapporte vraiment beaucoup d'argent? C'est lui qui a tronçonné Cthulhu en petits morceaux pour en faire plat de petits calamars. Il était portugais alors? Non, pas du tout. D'accord, alors est-ce qu'il fait un trafic quelconque, légal ou non, de produits de la mer? C'est légal et c'est un produit de la mer. Moi j'en sais rien, franchement. Il pêche des crevettes. Non. C'est un truc style un peu cocasse. Non, est-ce que c'est... C'est un peu cocasse, oui. Est-ce que c'est la personne qui s'occupe des crevettes Booba Gum? Non, ça ne concerne pas... ça ne concerne pas les crevettes. Du poisson? Non. Des algues? Non. Est-ce que c'est ceux qui prennent des huîtres dans Alice au Pays des Merveilles? Non. Les perles des huîtres, non? Alors je peux vous dire que ce n'est pas vivant. Qu'est-ce qui n'est pas vivant? Ce que le capitaine pêche? Ce que le capitaine fait comme profession. Et c'est culinaire, on est d'accord. C'est culinaire, oui. Enfin, c'est alimentaire. Ce n'est pas vivant. Est-ce que ça a été vivant ou est-ce que ça n'est plus vivant? Ce n'est pas vivant en soi. Et c'est une matière organique? Non, attendez, je sais, c'est la cuisson sous vide de bar. Non. C'est du minéral? De ligne. Non. Non. Bah, alors il s'occupe. Il y en a dedans, oui, il y en a dedans. Il fait quelque chose avec l'eau de mer ou quoi? On s'approche de quelque chose. Il récolte du sel. Non. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'eau de mer. Justement, c'est dans la mer, mais il n'y a pas d'eau de mer dedans. Enfin. Des moules. C'est quelque chose d'un peu. Donc ça se trouve dans la mer, effectivement, mais. C'est dans la mer, mais il n'y a pas d'eau de mer dedans. Elle est particulière. Elle a été adoucie par un animal quelconque? Non. Mais on approche. Il y a un animal quelconque qui entre en scène? Non, il n'y a rien d'animal. Lui, il adoucit l'eau de mer. Non. Mais on y est presque, vous tournez autour. Est-ce que ça adoucit l'eau de mer? Ce sont des algues. Non, c'est pas vivant. Est-ce qu'il y a une pierre qui filtre quelque chose à un endroit particulier? C'est du sel? Non. Donc, dans certains supermarchés hyper chics, vous pourrez trouver quelque chose que vous pouvez boire et qui est extrêmement cher. Du champagne? Non. C'est de l'eau pure H2O? Oui, et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Il produit cette eau-là? Il la déminéralise? Non. Il a une fabrique... non. Il a un bateau. Il a un bateau, le capitaine. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait avec le bateau? Il la filtre. Non. Il vogue sur la mer. Oui, pourquoi faire? Récolter l'eau, il récolte l'eau. Oui, mais donc. Il la pêche. Oui, bon, on y est autour. Ok, d'accord, je vais vous donner le point à tous les deux. En fait, il est chasseur d'iceberg. C'est véridique, ce monsieur est chasseur d'iceberg. Donc, son métier consiste à trouver des icebergs afin d'en extraire l'eau, qui serait la plus pure du globe, car vierge de toute pollution. C'est de la merde. Elles sont pleines de bactéries. C'est chier. Mais apparemment, et donc du coup, il en fait des boissons de luxe. Donc, il y a certaines bouteilles d'eau qui coûtent plus cher que des bouteilles de champagne, parce que du coup, voilà, c'est une eau extrêmement rare et extrêmement pure. Voilà, un point pour Max et un point pour Abaddon, parce que bon, vous avez fait tout le boulot, voilà. Bon, alors on va... Nous, on n'a rien fait, en gros. Non, tout ce qu'ils ont fait, c'est... Tu peux mal le prendre. Mais il faut qu'il y ait des réponses... Mais il faut trouver la bonne réponse. Ici, la suivante, c'est... Bon, on va partir dans les cocktails, ça c'est plutôt votre truc, ça. En fait, on va partir du côté de Dawson City, au Canada. Ils ont un cocktail qui est bien peu ragoûtant et qui est proposé dans un bar. À votre avis, qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce Du cocktail? sirop d'érable. Non. Est-ce qu'il y a le goût de la mer dedans? Non. De la bave de crapaud? Non, mais non. Une sécrétion d'un animal? Non. C'est des semences humaines. Non, pas à ce point-là quand même. Oui, effectivement, ça existe. Tout arrive de recettes sur... Donc, il n'y a pas de sécrétion animale. Non. Ok. Est-ce que c'est vivant ce qu'ils proposent? Ils mettent des rondelles. Est-ce que c'est comme les anguilles de Maïté qu'elle doit découper, tronçonner? Non, mais ça a été vivant à un moment donné. Si je peux m'exprimer ainsi. C'est du bois? Ouais, mais quoi? Ça Non. veut dire il y a des morceaux de lézard morts? C'est quoi l'histoire? Alors, il y a des morceaux de quelque chose, effectivement. Mais il les a tués lui-même ou alors c'est quelque chose qui est mort depuis Alors, longtemps? ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est des morceaux de gens, non? Ouais, c'est un peu Des facile. morceaux de gens. De personnes humaines. Oui. Des rognures d'ongles. On y est presque. Des cheveux. Non. Des crottes de nez. Non. Des excréments. Non. Avec les rognures d'ongles, on y était presque. Des morceaux de... Des morceaux de? De doigts? D'orteils? D'orteils, des morceaux Oh d'orteils. Un
Un point pour le bistronome. Attends, tu déconnes. Donc ça s'appelle le Sue-Too Cocktail, littéralement cocktail d'orteil aigre. Cette boisson est composée d'un véritable orteil momifié dans du Yukon Jack que vos lèvres doivent toucher lorsque vous le buvez. Attention, il est interdit d'ingérer l'orteil, ce qui est déjà arrivé, sous peine d'une amende de $2,500. Parce que bon, du coup, je suppose qu'il doit en trouver un autre. Et ça veut dire qu'ils réutilisent les orteils pour faire les cocktails. J'imagine. Mais bon, voilà. Tu déconnes. Ah mais non, ça existe Donc, vraiment. Ils vont chercher les orteils à la morgue. Mais non, c'est des orteils momifiés, donc c'est des orteils de momie. Oui, donc ou que vous cherchez dans des cercueils ou des autres. gens qui sont morts. Non, parce qu'en fait, le truc, une petite anecdote, en fait, avant le noir, par exemple, en peinture, on le faisait avec des momies broyées. Donc certains noirs et certains gris dans les peintures anciennes, c'était des momies broyées, il y avait un gros commerce de momies broyées. Oui, c'est absolument délicieux en tout cas. Donc voilà, en tout cas bravo. Pourquoi tu l'as goûté? Je n'ai pas eu cette chance malheureusement, mais la prochaine fois que j'irai au Canada, je ne manquerai pas d'aller à Dawson City pour goûter ce Sue-Too cocktail. Tu vas vouloir manger comme ça? Ah oui, écoute, ça donne envie, non, franchement. Bon, allez, on passe à autre chose. On va passer au whisky peut-être. C'est pas mal ça, le whisky. Ça, je pense que tu es plutôt spécialiste du whisky, toi. Non, moyen. Bah, écoute, la question est la suivante. Quand on parle de whisky, qu'appelle-t-on la part du diable? Alors, c'est la part que tu dois jeter au début. Non, c'est la part qu'ils jettent dans les distilleries. C'est la part qui rend aveugle. C'est la part qu'ils jettent dans les distilleries qui est la plus alcoolisée, au fait. Non, pas vraiment. C'est la part qui s'évapore. Alors, ça, c'est la part de l'ange. Et donc, du coup, la part du diable. C'est celle qui reste. C'est la première qu'on boit. Non, pas du tout, justement. Non, c'est pas ça. C'est la fin. C'est la méthanol et pas d'éthanol qu'il y a dedans. Non, en fait, non, c'est pas encore ça. C'est celle qui reste en dernier. C'est les dernières gouttes. Ça ne reste pas en dernier. Mais c'est pas en premier alors. Non, mais si la part de l'ange s'évapore, la part du diable. C'est celle qui se solidifie, qui c'est s'agglomère dans le fond. C'est ce qui est cool alors. C'est celle qui est absorbée par le fût. Bon, on va dire qu'on y est. Bon, en fait, voilà, lorsqu'on fait vieillir de l'alcool en fût, comme c'est le cas pour le whisky, il y a une certaine quantité du spiritueux qui est perdue au cours du vieillissement, et donc une partie s'évapore. Donc là, du coup, c'est la part des anges qu'on appelle ça, et une autre est absorbée par le fût, c'est la part du diable. Donc pour les jeunes whisky, ça représente 2 à 3% du volume initial, mais pour les bourbons plus âgés, ça peut aller jusqu'à 1/3 du volume, quand même. Donc voilà, c'est un processus qui fait partie de la qualité donc du whisky, et voilà. C'est quelque chose de très connu apparemment dans le milieu du whisky, la part de l'ange et la part du diable. On peut te donner le point à Abaddon, hein, franchement là on y était presque, donc voilà. Merci. Ça fait 2 points pour toi, 1 point pour Masque et 1 point pour le bistronome, pour vous deux, hein, on va dire que voilà, vous faites un binôme cohérent. Hein. Ah mais eux sont binômes aussi alors. Non, pas du tout justement, on est en compétition. On est toujours en concurrence. Ah bon, on va un peu sortir de tout ce qui est gastronomique, on va un peu parler on a parlé d'uberisation, on va un peu parler d'eBay. C'est une anecdote assez intéressante que j'ai trouvée, c'est que donc eBay existe depuis, je sais pas, les années 2000, non? 1995 en fait. Et donc à l'époque ça s'appelait Auction Web. À votre avis, quel fut le premier achat qui a été plutôt étrange, qui a été réalisé sur cette plateforme? C'était un lecteur de cassette cassé, non? On y est presque. Un objet cassé. C'est un objet cassé, effectivement. Un DVD cassé, non pas un DVD. Non, c'était un objet électronique cassé. Absolument, tout à fait, mais lequel? Un lecteur CD. Un lecteur de mini-disque. Non. Ce n'est pas quelque chose qui un baladeur. Non, on ne lit pas des fichiers avec ça, c'est quelque chose... non. Une télévision cassée. Non plus, pas une télévision. C'est une machine à écrire cassée. Non, c'est quelque chose qui ne sert pas en soi, c'est plutôt quelque chose de très inutile. Sauf peut-être pour les conférenciers. Un laser. Un laser. Non. Un enregistreur. Putain, c'est quoi? Non, c'est un pointeur laser. C'est une bonne réponse. C'est donc un pointeur laser. Et le plus intéressant, c'est qu'il est défectueux. Pourquoi tu dis que c'est inutile? En soi, à part pour un conférencier, avoir un pointeur laser, c'était très... Parce que toi, tu fais pas de conférence. Oui, voilà, c'est ça. Moi, ça m'embrouille. C'est parce que tu ne fais pas. C'est vrai, je comprends, désolé. Écoute, à la limite, je peux vous donner un pointeur 2 parce que tu as trouvé qu'il était défectueux et Abaddon a trouvé que c'était le pointeur laser. Donc en fait, étonné de cet achat, le fondateur du site d'enchères, donc qui s'appelle Pierre Omidyar, a contacté l'acheteur pour savoir s'il avait bien compris que l'objet ne fonctionnait pas. Et en fait, celui-ci lui a répondu qu'il était justement collectionneur de pointeurs laser défectueux. Et
Et c'est là que le fondateur a compris que son concept avait un grand avenir. C'est assez énorme quand même. Hein. Donc elle est achetée comme premier objet à quelque chose de cassé. Donc écoute, on va un point pour le Bistronome et un point pour Abaddon. Donc ça fait 3, 1 et 2. Non, ça va, on donne pas, non? Bah non, le fait que ce soit défectueux, mais en plus je crois qu'il était vraiment bien parti quoi. C'est juste dommage que t'avais pas l'objet. C'est un truc mais cassé justement, mais ça plus. Bah écoute, tu vas pouvoir te rattraper sur la question suivante. En fait, on va retourner dans tout ce qui est nourriture. En France, en fait, donc la France représente seulement 1% de la population mondiale, il faut le savoir. Et bien, ce pourcent de population mondiale consomme environ un quart de la production totale d'un aliment qui est assez célèbre. Lequel? Le beurre? Non. Champagne. Non. Le canard, le magret de canard, le foie gras. Non. La salade, non? Non. Donc il faut savoir que c'est un foyer sur 4 qui possède donc, cette chose-là dans ses placards, et la consommation nationale est de 80 000 tonnes par an. Du Nutella. Absolument. Absolument. Les Français sont très très friands de Nutella. Donc félicitations le Bistronome, vous avez gagné votre point. Donc c'était l'avant-dernière question, donc du coup nous avons un duel final entre le Bistronome et Abaddon. Voici la question qui va vous départager. Max, tu peux jouer quand même, mais bon... Mais j'espère bien. Il faudra que tu attribues... Que j'en fasse gagner aucun. Oui, c'est ça. Non, mais non, tu attribueras ton point à quelqu'un, alors tu auras cette chance. Attends, il faut que je mette ma petite Attention, si vous êtes prêts, on va pouvoir partir. Alors c'est une question qui n'a rien à voir avec la gastronomie, mais c'est plutôt avec l'univers des boîtes de nuit, salles de concert et bars en tout genre. C'est pas pour Abaddon. Non. Dans certaines toilettes publiques, donc de salles de concert, de boîtes de nuit, de bars, etc., la lumière utilisée pour l'éclairage est bleue. Pour pas voir la veine quand on se pique. Mais oui, absolument. Absolument. Nous avons une grande victoire ici, oui absolument. Oui, la raison est pratique en fait. C'est parce que les néons de couleur bleue servent à empêcher les toxicomanes de se piquer, car ça rend les veines très difficiles à distinguer. Non. Oui, félicitations au Bistronome, c'est la première victoire, vous avez écrasé 2 habitués, franchement. Félicitations. Ben, félicitations à vous, en tout cas voilà, vous aussi amusez vos amis avec ce genre de petites anecdotes. À Monsieur Bistronome parce que c'est lui qui a tout fait. Rien comme tu fais, ouais, genre, je sais pas, t'es un habitué des torses ou quoi? Bah non, je sais bien, c'est un mec qui a raconté ça. Abaddon doit malheureusement oui, il se fait tard et mon Uber personnel m'attend. Ah ben je te conseille plutôt de prendre Deliveroo parce que sinon ton Uber il arrivera jamais à l'heure. Je fais ce que je peux. Mais merci Abaddon d'être venu encore une fois. Merci et à la prochaine. À la prochaine. À bientôt. D'ailleurs, pour la petite histoire, justement, ce truc-là, je m'en souviens. Ma mère travaille au. Vas-y, Big Boss, dis-nous comment tu as appris que la lumière bleue empêchait. Ça enregistre? Ouais, ça enregistre, vas-y. Donc, en gros, ma mère travaille au Centre Alpha, donc c'est un centre santé mentale et toxicomane, et genre, elle m'avait parlé de ça une fois. Et en fait, la dernière fois qu'on a été au Souvenir avec Maxinator, Max Chief, s'il te plaît. Max Chief, il y avait des lumières bleues en fait dans les toilettes du Souvenir, et du coup ça m'a fait rire parce que en gros ça veut vraiment dire, enfin tu vois, dans les toilettes du cinéma t'as jamais de lumière bleue, et en gros ça veut vraiment dire que t'as plein de tox qui vont là pour se piquer. Oui, c'est ça, c'est assez significatif en fait du lieu et sa politique par rapport à tous les toxicomanes. Aussi. Mais c'est des toilettes plus en public en fait. Bah oui, tout à fait. Et voilà, mais sinon j'ai jamais été en boîte de nuit, jamais au Millennium ni rien. Eh bien merci encore une fois Francesco pour ce toi aussi et pas de tes amis. Une nouvelle fois tu as relevé un défi fabuleux, nous apprendre des trucs et nous faire rire en même temps. Je pense que le pari est réussi. Mais j'espère surtout que vous allez retenir quelque chose et que vous allez pouvoir le transmettre. Je ferai mon malin avec Big Boss et Marine demain à la terrasse du Bistronome pour tous les invités qu'il y aura. Eh bien on va faire des petites recommandations et puis nous allons vous quitter. À tout de suite.
Donc Francesco, as-tu quelque chose à recommander ? Je commence par toi parce que tu n'as jamais rien à recommander. Ah non, tu as toujours quelque chose à recommander. Tu n'as jamais de news, mais tu as toujours quelque chose à recommander. J'ai toujours quelque chose à recommander. Là, je ne sais pas trop. Je suis allé dernièrement voir un spectacle qui est fait par la compagnie du Grand Gousier, qui est une compagnie liégeoise très connue. Donc ce sont des amateurs qui jouent dans des lieux improbables. Enfin, ils ne jouent pas dans des scènes de théâtre classique. Ils peuvent jouer dans des souterrains de métro liégeois. Ils peuvent jouer dans des usines abandonnées. Ici, ils jouent dans une ancienne mairie à Ougré. Et ils ont joué un spectacle qui est malheureusement terminé, mais ils auront un nouveau spectacle l'année prochaine, j'en suis sûr. Ça s'appelle Comme un poisson dans l'eau dans un bocal. En fait, donc, pour vous donner l'image, c'est que donc, si vous mettez des poissons rouges dans un bocal rond et que vous les mettez dans un bocal plus grand, ils vont tourner. Ils vont tourner en rond dans leur petit bocal. Ils n'auront jamais l'idée d'aller voir plus haut et de sortir, alors que c'est tout à fait accessible et qu'ils peuvent le faire. Ben voilà. Et donc ici, c'est une question sur le monde du travail, sur tout le licenciement qu'il y a eu. Voilà. Et donc du coup, comment réagir face à ça. C'était vraiment très intéressant, très chouette, très fort. Et voilà, et ça fait partie donc d'un pass qui s'appelle le Pass Odyssée, qui est un pass qui coûte 10 € et vous pouvez aller voir 5 spectacles avec ça. C'est soutenu par la province de Liège. C'est vraiment chouette parce que du coup voilà, ça vous coûte 2 € par spectacle et vous pouvez aller voir des compagnies amateurs un peu partout dans Liège qui sont vraiment super chouettes. Et donc il y en a à peu près 3 par an. Et donc j'encourage vivement à le prendre parce que on va voir des spectacles qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça permet de s'ouvrir un peu l'esprit sur autre chose. Eh bien merci Francesco. Marine, il me semble que tu avais quelque chose à recommander même si tu ne savais pas encore vraiment de quoi ça parlait tout à l'heure. Tu nous parlais d'un film que tu allais... Ah oui, on va voir demain un film c'est quoi le titre C'est Sans un bruit. Sans un bruit, voilà. Donc c'est un film, apparemment ça va être le film d'horreur de l'année 2018. Carrément, déjà. Avec comme actrice Emily Blunt. Le nom des autres acteurs, je ne peux pas vous le donner. Mais voilà, j'attends de voir ce que ça va être parce que apparemment, donc, comme le titre l'indique, c'est en fait les gens ne peuvent pas faire de bruit, donc on ne sait pas ce qui va se passer pendant le film. Est-ce que c'est un film muet ? Non, c'est pas un film muet, mais à mon avis, c'est un film où il n'y a pas beaucoup de paroles. Mais c'est super bizarre le fait qu'ils aient été élus quand même meilleur film d'horreur de l'année. Donc, franchement... Ça t'interpelle ? Moi, ça m'interpelle et je vais aller le voir demain. Et si je m'emmerde pendant 1h30, voilà, tant pis pour moi. C'est à quel cinéma ? Kinépolis de Liège. Ouais, mais enfin, si le film est muet, tu peux aller le voir en sous-titré français. S'ils doivent pas parler. Je pense que c'est le même prix. Enfin bon, je pense que c'est un peu moins cher quand même au souvenir. C'est un code promo en fait. Ah ouais, voilà, faut profiter du code promo. Et Big Boss, est-ce que tu recommandes quelque chose ? Moi, je savais pas que tu me posais cette question, donc j'ai rien vraiment en tête. Maintenant, des trucs à recommander. Une nuit d'amour avec ta femme. Mais que pour lui. Mais pour les autres, il faudrait finir absolument l'arc Injustice qui est sorti chez DC Comics, qui était vraiment génial. Donc c'était tiré du jeu Injustice. Et c'est un des meilleurs arcs que j'ai lu chez DC. Donc là, le premier c'est terminé et le 2, donc Injustice 2 tiré du jeu Injustice 2, va commencer. C'est vraiment le comics qu'il faut lire pour se mettre à jour. Et alors, avec peu d'investissement, il y a aussi un comics qui est en train de se démarquer un petit peu, qui n'est pas vraiment un comics, donc c'est Batman en manga, où personne n'y croyait vraiment. Ah ouais, mais c'est un film ça aussi. Donc t'as eu Batman Ninja qui est sorti, qui est vraiment décevant, donc c'est une animation entre 3D et anime, qui est assez osée. Maintenant, t'as beaucoup de faiblesses, genre à un moment t'as Batman qui a sa... Donc il est envoyé dans le Japon féodal. Antique. Ouais, genre le Japon féodal, et alors il fait sa batte tonsure, donc sans raison il se fait une tonsure avec un petit logo Batman. C'est ridicule. Et alors le film, en fait l'animation, les dessins sont sympas, l'animation est moyenne,
parce que c'est un peu trop... Tu vois, l'impression que c'est trop fluide, comme quand on a une image en 3D remise dans un film, comme la gueule de Superman dans Justice League au tout début, où ça bouge de façon trop fluide et pas assez naturelle. Bah là, c'est vraiment pareil. Et franchement, le film était décevant. Par contre, Batman manga, il faut vraiment s'accrocher pour commencer à lire, parce que c'est les super-héros d'ici vus du point de vue japonais. Mais là, le tome 2 sort et c'est vraiment en train de prendre une petite place assez sympa. Et au prix des mangas, bah, ça vaut la peine. Je crois que c'est genre 5-6 euros le manga. Ça vaut la peine de rajouter dans sa collection, même simplement pour la curiosité. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et toi, t'as quelque chose à... Oh, ouais, merci d'avoir demandé, Big Boss. Bah oui, alors je pourrais vous recommander des vacances en Crète, parce que c'est une magnifique île où l'on rencontre des dadons en plein milieu du palais, pas des dadons, des pans en plein milieu du palais de Knossos. Mais je vais surtout vous recommander le livre que j'ai lu pendant mes vacances, parce que j'avais du temps enfin pour lire des bouquins. Et donc j'ai lu La Rage de, attention, Zygmunt Milosevski, qui est polonais. Alors, au fait, je suis tombé sur ce bouquin un petit peu par hasard, on me l'a donné. Et c'est le 3e tome de roman policier avec le personnage du procureur Théodore Saki. Donc, visiblement, il a déjà eu deux aventures avant. Et là, la colère, eh bien, c'était sa 3e, mais visiblement dernière aventure. Je ne sais pas trop comment il faut comprendre la fin. J'avoue, je n'ai pas trop compris la fin. Enfin, si, je l'ai compris, mais ça m'a laissé un peu sur ma fin. Justement. De toute façon, ne le dis pas. Non, je ne le dis. Mais alors, c'est excessivement moderne comme écriture, et comme visiblement l'auteur s'est appliqué aussi dans la traduction française. Et il était au taquet derrière son cousin qui a traduit le bouquin, s'est mis dans les remerciements. Et non, c'est vraiment très moderne, parce qu'on a à la fois des scènes, un petit peu de scènes cochonnes, peut-être pas à la manière d'un Game of Thrones ou quelque chose comme ça, ça reste très, très soft en comparaison, mais il y a aussi des détails, surtout des détails morbides, puisque évidemment c'est un polar, un thriller, qui sont assez explicites, assez fous. On a un petit frisson dans le dos quand on lit plutôt ce qui arrive aux personnes décédées. Et puis il y a un humour auquel je ne m'attendais pas. C'est vraiment, vraiment plaisant à lire, parce que le personnage du procureur Saki est vraiment quelqu'un de très coincé, mais avec un humour très, très acerbe, un petit peu comme celui d'Abaddon. Et donc ça donne des dialogues vraiment très, 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 très intéressants. Qui font bien transparaître la personnalité du procureur, et l'enquête est vraiment plaisante à lire. D'ailleurs, je me suis retrouvé, je me disais j'allais lire un chapitre tous les jours, parce que les chapitres sont en fonction d'une date, et finalement je me suis retrouvé à lire la moitié du bouquin en une nuit, parce que j'étais pris dans l'histoire. Donc voilà, je recommande La Rage, je lis bien. La Rage, c'est Fleuve Noir de Zygmunt Milosevski. Voilà. Eh bien, je pense que après combien de temps ? 1h48, nous pouvons dire au revoir à nos auditeurs. Nous vous remercions d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Nous remercions le bistronome qui est venu en force pour un petit peu parler de sa carte. Donc merci à Marine, merci à Big Boss, merci à Francesco, merci à toi, merci à Abaddon qui a dû malheureusement partir plus tôt, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.